Là, on clôture une levée de fonds de 5 millions. Donc aujourd'hui, on est valorisé à 50 millions sur le projet. J'ai fait un stage à 19 ans à Abu Dhabi où j'étais serveur et tu travaillais énormément, 12 à 14 heures par jour. Ça m'a construit parce que avoir un emploi, travailler, ça c'est quelque chose que je pouvais pas concevoir. Et tu gagnais combien par mois? 500 $ par mois. Si tu passes ta vie dans une entreprise où au fait c'est compliqué d'apporter de la valeur, à quoi je sers? Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Louis. Salut Alec. Comment tu vas? Super bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de t'avoir ici. Louis, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de t'avoir sur le déclic parce que tu as un parcours hors du commun, c'est ce qu'on peut dire. Tu as seulement 25 ans, tu as eu aussi quand même une belle carrière à cet âge seulement. Tu es quelqu'un d'extrêmement brillant, on a eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises. À chaque fois, j'ai eu un effet waouh. Tu as bossé chez Crédit Suisse, tu as bossé chez Rothschild, tu es connecté au monde de la crypto, de la finance depuis des années. Aujourd'hui, tu es le CEO de Xborg, on va en parler dans quelques instants. C'est une boîte qui est relativement jeune, mais qui malgré ça présente des scores très intéressants, qui a une belle valorisation également, on va en parler, qui justement a des ambitions, a un avenir, est ancré dans ce monde du e-sport, du gaming, du crypto gaming, du play to earn, du play and earn et tout ce qui s'ensuit assez dingue. Donc c'est vraiment un plaisir de t'avoir ici. Et en plus, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent vont parfaitement s'identifier à ton parcours et à la personne que tu es, de par le fait que tu as essayé, itéré à plusieurs reprises des choses, des opportunités, business en ligne, dropshipping, etc. Tu as consommé aussi beaucoup de contenu sur Internet, ce qui t'a permis de faire une introspection personnelle sur toi-même et donc devenir la personne que tu es aujourd'hui, mettre en place le projet que tu as mis en place qui est Xborg et j'ai hâte d'avoir cet échange avec toi. Merci d'être ici. Non, merci beaucoup, merci pour cette intro, ça fait vraiment très plaisir en sachant que en fait, ce que tu disais, les personnes qui te regardent aujourd'hui, c'était vraiment sûrement la personne que j'étais plus tôt. C'est-à-dire, il y a même 2-3 ans, c'était vraiment des personnes ou des podcasts que je regardais. Ouais. Et de se dire aujourd'hui que je suis capable de partager un peu l'expérience, je pense que ça peut apporter de la valeur à l'audience pour que ils peuvent potentiellement se projeter sur la carrière d'un entrepreneur, comprendre que les choses ne sont pas forcément faciles, qu'il y a beaucoup d'échecs en fait. Derrière des grosses annonces, par exemple des levées de fonds, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'échecs et il y a un énorme parcours derrière où c'est beaucoup de travail. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager le fait que ce qu'on dit en ligne, c'est pas forcément la réalité également, c'est-à-dire que toutes les vidéos où on te promet pas mal de choses, derrière, même l'entrepreneur qui est derrière, il a eu beaucoup d'échecs, il a essayé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on vend un peu cette histoire du... L'entrepreneuriat, c'est facile. Ouais. La vente, c'est facile, etc. Mais véhiculer un message qui dit que il y a beaucoup de travail derrière. Instagram n'est pas la réalité. Ouais, malheureusement, il y a beaucoup de personnes, par exemple mon frère également, où tu consommes ce contenu et en fait, tu dis, finalement, c'est assez facile. Mais en fait, quand tu vois vraiment... Moi, ce qui m'inspirait vraiment, c'était ces levées de fonds. Je me suis dit, les gars, ils arrivent à faire ça. Et en fait, je me suis dit, ok, moi, premièrement, je vais lancer une entreprise. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est super compliqué. Que les levées de fonds, c'est compliqué. Que c'est pas non seulement dû à ton produit ou à ton équipe, mais c'est également dû à qui tu connais dans l'industrie. Et en fait, au fur et à mesure des échecs, tu te rends compte que il y a des raisons à cet échec. Et que si tu travailles beaucoup, tu vas pouvoir un peu essayer tout ce qui ne fonctionne pas pour ensuite, dans l'équation, avoir quelque chose qui marche complètement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être le fondateur d'Xborg. Et aujourd'hui, très reconnaissant. Alors, il y a eu un podcast avec Anthony, qui est donc le cofondateur de Swissborg. Xborg, c'est rattaché à Swissborg. Et aujourd'hui, très reconnaissant pour
pour Swissborg, là où j'en suis aujourd'hui, et aussi toute mon équipe qui me suit dans l'aventure. Est-ce que rapidement, avant de venir sur ton parcours et rentrer plus en profondeur dans l'univers aujourd'hui qu'est Xborg, tu peux nous expliquer ce qu'est Xborg en quelques éléments simples, quelques chiffres clés, et puis la mission de Xborg? Alors nous, on veut vraiment valoriser les joueurs. Un gros problème dans le secteur du jeu, c'est que tu passes énormément de temps à jouer, mais en fait, toute la valeur que tu génères t'appartient pas. Tout va en fait au studio ou au distributeur. Ouais, donc pour ceux qui nous écoutent, ce sont les jeux en ligne dont on parle, type MMORPG, FPS, etc. Et les jeux de compétition dans le e-sport ou des choses comme ça. Ouais, absolument. En fait, tu vas passer beaucoup de temps à jouer, mais en fait, il n'y a aucune valeur qui te parvient. En fait. C'est juste toi qui vas dépenser. Si on regarde le flux monétaire, bah, c'est juste, ça part du joueur au studio. Et donc aujourd'hui, notre mission, c'est vraiment ça, c'est de valoriser les joueurs. Donc ce qu'on fait de manière spécifique, c'est qu'on crée l'identité digitale d'un joueur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu crées des comptes sur des jeux, bah, normalement tu as plusieurs comptes. Et tu as tes données qui sont sur beaucoup de comptes différents. Donc, par exemple, sur PlayStation, sur PC, sur mobile. Donc nous, en fait, on fait un peu... on consolide ces données. Ouais. Donc on fait un bridge et en fait on tokenise ces données, c'est-à-dire sous forme d'NFT, c'est-à-dire que ces données t'appartiennent. Et donc l'écosystème de Xbox, c'est non seulement créer cette identité digitale où les données t'appartiennent, mais également créer des applications qui consomment cette identité digitale. Okay. Et donc ça c'est vraiment la partie technique. Après il y a la partie communauté, où aujourd'hui on est une des plus grosses communautés en fait dans le monde du gaming Web3. On est supporté par aujourd'hui plus de 20 000 joueurs. On a également la communauté la plus compétitive. Et on va avoir l'occasion d'en reparler, mais pour moi, le futur des entreprises, c'est vraiment un futur où c'est des entreprises qui sont supportées par des communautés. Et donc aujourd'hui, voilà, ça nous permet de créer des produits, créer des applications qui sont directement en lien avec les joueurs. Ouais. Ça s'adresse à tout type de joueurs, c'est-à-dire que prenons mon cas précis, moi j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo entre mes 12 ans et mes 18 ans par exemple. C'était la phase critique où je jouais 10, 15, 18 heures par jour à des jeux comme Dofus ou Call of Duty ou même FIFA. Donc vraiment ça allait de tout type de jeu, même si certains c'était davantage que d'autres. Pourtant j'étais pas un joueur de compétition pure. J'étais un très bon joueur mais pas le meilleur mondial ou même suisse. Est-ce que typiquement c'est quelque chose qui s'appliquerait à un joueur occasionnel ou un joueur un petit peu plus poussé mais qui n'est pas professionnel? Ça s'applique vraiment à des joueurs qui sont actifs. Alors il n'y a pas forcément faut pas forcément être compétitif. Il faut avoir un intérêt pour le jeu et je pense qu'il faut aussi avoir un peu de recul. C'est-à-dire c'est comme le Bitcoin ou l'Ether aujourd'hui, il y a seulement une partie de la population qui s'intéresse. C'est forcément des profils qui sont conscients de ce qui se passe à peu près dans le secteur financier, donc qui ont cette maturité de se dire ok, ça a de la valeur et je comprends pourquoi ça a de la valeur. Pareil en fait, par exemple si on regarde un profil d'un enfant de 12 ans, est-ce que lui comprend déjà qu'est-ce que la donnée, en quoi ça a de la valeur? Non, donc voilà, il faut quand même, c'est des profils de joueurs qui ont une certaine maturité, donc je pense que c'est vraiment à partir de 16-18 ans que tu comprends également les opportunités, parce que ce système te permet également de gagner grâce à tes données. Ok, je vois. Et aujourd'hui, Xborg, en quelques chiffres, c'est quoi? Quand est-ce que ça a été lancé? Tu disais 20 000 joueurs. En termes d'équipe, comment vous êtes structuré? Tu parlais de levée de fonds. Je sais que vous sortez d'une levée de fonds là récemment. Comment ça s'est passé? Quelle est la valorisation de ce projet? Ouais, alors on a commencé vraiment en mars de l'année dernière, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Donc au début tout seul. En sachant qu'on est rattaché à Swissborg, c'est-à-dire que en gros on est le projet gaming officiel de Swissborg, donc eux sont vraiment investisseurs dans le projet depuis le début et nous portent vraiment pendant toute la croissance. Tu vois. Anthony par exemple, il supporte à fond le projet, on discute énormément sur la stratégie. Donc au début c'était vraiment, en sachant qu'en mars l'année dernière, pour le contexte, le marché crypto commençait à baisser. C'était vraiment un mauvais timing pour nous. Ouais. En sachant que voilà, tu lances le projet,
tout descend. Et quand tu as un nouveau projet crypto, nous, on cherchait à lever des fonds pour en fait pitcher le projet à des fonds d'investissement ou des business angels. Et c'était assez compliqué. Au final, on a levé 1 million, donc on a closé ça à peu près en été dernier. Donc là, il y avait une valo de 25 millions à l'époque. Ensuite, on a lancé un launchpad en fait, qui connecte l'identité digitale d'un joueur au jeu. C'est-à-dire, pour un jeu, ce qui est super, c'est que tu peux cibler des joueurs de manière spécifique. Et tu vois, un launchpad, c'est quand tu veux lever des fonds, et bien là, tu vas pouvoir targeter des joueurs spécifiques basés sur leur identité digitale. Et en fait, ça, c'est un des use cases de ce qu'on fait. C'est-à-dire, sans ça, tu peux pas le faire. Sans ce système d'identité digitale, c'est pas possible. Donc là, voilà, on a lancé 6 projets avec pas mal de succès. Là, on a recruté pas mal de personnes. Donc, on est passé en gros de 1 personne à en gros 7. Ensuite, on a lancé notre plus grosse application qui a collecté aujourd'hui à peu près 10 000 joueurs. On a également scalé notre communauté. D'ailleurs, on a lancé un projet d'NFT qui s'est très bien vendu malgré le bear market. Après, on a recruté des personnes. Donc maintenant, on est 12 dans l'équipe. Là, on clôture une levée de fonds de 5 millions. Donc aujourd'hui, on est valorisé à 50 millions sur le projet. Donc là, on recrute des personnes. Je pense d'ici la fin d'année, l'objectif serait d'être à peu près entre 20 à 25. Et aujourd'hui, voilà, on est 12. Vous êtes en phase de croissance et ce, depuis le début, malgré justement le bear market, malgré des conditions de marché qui sont difficiles. Moi, je vois, il y a beaucoup de projets que j'ai pu voir, que j'ai pu suivre, certains même amis qui sont à la tête de certains projets crypto et qui ont subi le bear market, certains même qui ont dû abandonner, quitter le bateau malgré eux et en ayant tout perdu quasiment. Et vous, au-delà de ça, carrément, vous lancez un projet dans ces conditions de marché. Celles et ceux qui nous écoutent ne se rendent peut-être pas compte de la difficulté de la chose, ni même du côté exceptionnel de ça. Qu'est-ce qui fait, selon toi, du coup, même si j'ai mes éléments de réponse, mais que malgré le fait que le marché descend, malgré le fait que la plupart des projets échouent, font faillite, etc., malgré le fait qu'il y a mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, et malgré le fait que semaine après semaine, l'attrait pour le monde des cryptos et du Web3 et encore plus de l'investissement dans ce domaine-là diminue, vous arrivez et vous réussissez justement à attirer l'intérêt des investisseurs, des utilisateurs et non pas le faire une seule fois sur base d'une promesse et d'une hype, mais le faire à plusieurs reprises consécutivement et de manière progressive. Oh, il y a eu beaucoup de travail. L'année dernière, il y a eu beaucoup de travail. Pour donner une une idée un peu du travail, c'est que alors toute l'équipe est super impliquée dans le projet, mais par exemple l'année dernière, il n'y avait pas un seul jour off. C'était vraiment... Ouais, c'est des jours à 14-16 heures de travail tous les jours. Et en sachant que par exemple la levée de fonds, j'étais en contact à peu près avec 300 investisseurs. Et donc ça fait beaucoup de volume. Donc rien qu'en termes de commitment, c'est énorme. En tant que fondateur, c'est énorme. Donc c'est attribué, je pense, au travail. Également le réseau. On est conscient aujourd'hui qu'avec Swissborg, ça a vraiment aidé. Parce qu'en crypto, notamment en ce moment, tu vas investir seulement dans des projets spécifiques qui ont, tu penses, ont un profil de ce qu'on appelle risk-reward, donc récompense-risque, qui est intéressant. Donc forcément, quand tu as un projet où tu es backé par Swissborg, qui est aujourd'hui une grande entité en Europe, bah ça rassure l'investisseur. Au-delà de ça, il y a le projet qui est pertinent. C'est-à-dire que côté juste innovation, c'est quelque chose qui a aujourd'hui jamais été fait en crypto et dans le secteur du gaming. Et après, juste voir qu'il y a un commitment de la part de toute l'équipe, c'est-à-dire qu'on a fait au mieux pour lancer notre launchpad assez rapidement. Et d'ailleurs, je pense qu'on va en revenir, mais j'étais en gros le seul à coder le launchpad parce que je voulais vraiment que les choses avancent. Ah, tu m'expliquais ça, c'est dingue, tu étais vraiment sur tous les fronts. Ouais, et ensuite, il y a une autre application qui a été lancée, donc les personnes voient, enfin les investisseurs ont vu qu'il y a vraiment un énorme commitment. Et derrière,
il y a aussi pas mal de personnes qui en crypto sont vraiment là pour l'argent. Et ça se ressent. C'est-à-dire que quand tu designs ta levée de fonds, en tant qu'investisseur, tu peux comprendre quel est l'intérêt de la personne derrière. Parce qu'il y a tout ce système de... alors quand tu lèves des fonds, il y a un système de vesting également. Et sur certains projets, tu te rends compte que finalement, ils sont là pour l'argent. Et toutes les personnes en fait, qui sont là pour l'argent pendant le bear market, souvent vont être évincées, donc vont avoir beaucoup de mal. Alors, il y en a qui sont là pour le projet. Hein. Donc aujourd'hui, c'est attribué au travail, l'idée, le projet, l'attraction, et beaucoup au réseau. Réseau, et d'ailleurs, je sous-estimais vraiment le réseau. Avant, tu vois, quand je regardais ces vidéos et ces levées de fonds, je me suis dit, en fait, il suffit juste d'avoir la bonne idée. Et en fait, non, pas du tout. Parce qu'après, je me suis mis avant, tu vois, pitcher à Startup Weekend, même organiser des Startup Weekend, pitcher à pas mal de gros événements. Et en fait, non, c'est pas l'idée. C'est-à-dire, le système est fait de manière à ce que si tu connais les bonnes personnes, c'est beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, j'ai assez de recul pour me dire, OK, sans Swissborg, ça aurait été vraiment, vraiment compliqué. Ouais. Parce que, rien qu'Anthony ou encore Alex ou Cyrus de Swissborg ont vraiment aidé, connaissent les bonnes personnes et ont vraiment apporté énormément de valeur aujourd'hui au projet. Ouais, complètement. Je ne cesse de le répéter, de le dire, le réseau, c'est essentiel. On va revenir sur tous ces éléments, mais tu as seulement 25 ans. Et malgré, entre guillemets, ce jeune âge, même si j'aime dire que l'âge n'a de raison que celle qu'on lui accorde, tu as un beau parcours. Tu as travaillé chez Crédit Suisse, tu as travaillé chez Rothschild, tu as pu faire tes preuves également. Est-ce que tu peux nous parler davantage de ton parcours, là où tu as commencé, comment tu t'es retrouvé chez Crédit Suisse, chez Rothschild, qu'est-ce que tu faisais spécifiquement, quelles ont été les portes que ça t'a ouvert, les prises de conscience également que tu as eues? Premièrement, une enfance, j'ai évolué dans un contexte qui est pour moi le parfait. C'est-à-dire que je suis conscient qu'il y a beaucoup de personnes qui, je pense, écoutent ce podcast et qui évoluent dans un contexte qui est beaucoup plus compliqué que le mien. Moi, je n'ai pas eu à soutenir mes parents. Au contraire, j'ai été soutenu depuis le début. Et financièrement, je n'ai pas eu de soucis. C'est-à-dire, même pour les études, il n'y a pas eu de prêt. J'étais dans quand même un cadre qui était super confortable avec des parents qui m'ont vraiment poussé à faire ce que je voulais. C'est-à-dire, ils ne m'ont pas poussé dans une direction. C'était vraiment... OK, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui te plaît? Et c'était tout, en fait. Et ça m'a beaucoup touché. Et en gros, j'avais carte blanche pour faire ce que je voulais. Alors bien sûr, après, quand on va parler, par exemple, d'abandonner Rothschild pour lancer Xborg, c'est différent. Parce que tu as cette sécurité et puis ensuite, tu vas vraiment dans l'inconnu. Mais en gros, voilà. Évoluer dans un cadre qui est idéal. Ensuite, découverte de l'entrepreneuriat. 18 ans, j'étais en école de commerce. Et je me suis même... j'ai compris que ce que je voulais faire, c'était pas ce que les autres voulaient faire. C'est-à-dire, simplement... Et bon, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là, mais avoir un emploi, travailler, tu vois, faire le 9 to 5, ça, c'est quelque chose que je pouvais pas concevoir. Parce que j'ai compris rapidement que tu as une seule vie et que si tu passes ta vie dans une entreprise où au fait c'est compliqué d'apporter de la valeur, au final je me posais beaucoup de questions, à quoi je sers. Et on va en parler parce que j'étais à Crédit Suisse, etc. Donc c'est un peu là j'étais vraiment perdu, mais j'ai compris qu'il fallait que j'apporte de la valeur, que le chemin d'un employé c'était pas pour moi. Et donc là, je me suis beaucoup renseigné. Tu vas sur YouTube, tu regardes des vidéos. Donc, Oussama Ammar, même si c'est un sujet controverse aujourd'hui, les premiers podcasts sur The Family, c'est des choses qui, moi, m'ont beaucoup appris, m'ont beaucoup inspiré en tant qu'entrepreneur. Et ensuite, j'ai lancé les premières startups. Donc, par exemple, j'étais à Lille et donc... c'était, en gros, on pitchait avant Deliveroo, on pitchait une boîte de livraison de nourriture, en gros, pour les écoles de commerce. Donc, en fait, un des soucis qu'on avait compris, c'est que en école de commerce, tu commandais pas mal de nourriture, ou en tout cas, à midi, tu allais manger.
mais que, en fait, il y avait une opportunité pour batcher plein de commandes. C'est-à-dire, au lieu que tout le monde commande un à un, bah, on allait faire un genre de batching de commandes pour que tout arrive en même temps. Et ce qui était intéressant, c'est que pour les restaurants, c'était cool parce que, en fait, le rush, c'était à midi. Donc là, on proposait une solution où tu commandais avant 11h et tu arrivais avec ta nourriture. Et en fait, ça, on s'est rendu compte que c'était un peu trop compliqué, il fallait des licences. Et on était très jeunes à l'époque, très inconscients en fait de la portée du projet, mais on avait pitché à l'incubateur, etc. Et là, j'ai rencontré des personnes qui avaient vraiment cette même fibre, des personnes qui étaient également là pour créer un impact, créer de la valeur. Ouais, je suis vraiment super intéressé à ça. Et puis après, voilà un peu je dirais le rabbit hole de l'entrepreneur sur YouTube. Tu rencontres des personnalités. Donc, à l'époque, il y avait le dropshipping qui commençait à monter, l'e-commerce, créer sa marque. Donc, je me suis intéressé à ça également. J'ai créé mes premières boutiques. C'est des choses qui marchaient, mais en fait, pour moi, je me suis rendu compte que même si ça marchait d'un point de vue monétaire, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui, moi, me drive? C'est-à-dire, voir les ventes sur Shopify, c'était pas quelque chose en tant qu'individu qui me portait. Et à un moment, quand les choses marchaient plus ou moins, je me suis dit, OK, est-ce que ça me plaît? Est-ce que dans le moyen terme, je me vois faire ça? Et en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, que c'était pas seulement ce que tu faisais, mais vraiment l'impact que ça avait. Et je me suis rendu compte que si je cherchais seulement l'argent, j'allais rapidement abandonner. Et à ce moment, tu as quel âge? 19-20 ans. 19-20 ans, ok, donc c'était il y a 5 ans. Ok. Donc ça, c'était les périodes de dropshipping. Ensuite, je me suis vraiment intéressé à l'IA assez tôt. Et c'est là où je me suis... Parce que aussi, dans le parcours avant, et parce que même quand il y avait le dropshipping, je m'intéressais également aux startups, etc. Je me suis rendu compte qu'un des gros problèmes, c'était que si tu avais une bonne idée, tant que tu n'avais pas de connaissances en informatique, tu étais coincé. Donc à l'époque, j'étais en école de commerce et j'avais pas ces connaissances en informatique. Et je me suis dit, je me sentais pas libre en fait de créer n'importe quel projet parce qu'il y avait cette barrière technique. Et du coup là, je me suis vraiment dit, ok, faut que techniquement, j'arrive à créer les applications dont je rêve. Comme ça, moi, j'ai plus de limites. Parce que en tant qu'entrepreneur, je me suis dit, ok, j'ai énormément d'idées. À un moment, j'avais un carnet, j'avais genre 20 idées. Et juste, je pouvais pas exécuter, en fait. À chaque fois, tu t'es coincé, un peu emprisonné. Tu te disais, ok, moi, je peux pas le faire parce qu'il me faut une personne. Ouais. Donc, et puis, à chaque fois, tu vois, les personnes sont pas forcément là pour les bonnes raisons, etc. Donc, je me suis dit, techniquement, il faut que je sois bon. Donc là, j'ai lancé une agence en gros, de chatbots qui s'intégrait avec Facebook, etc. Tu vois, j'ai un peu surfé les tendances, je dirais. Okay. Mais là, encore une fois, premier client arrive, mais en fait, ça m'intéressait pas trop. Parce que tu vendais seulement un service à un business. Et en tant qu'individu, c'était pas quelque chose qui me... Stimulait, remplissait. Ouais, absolument, absolument. C'était pas... tu vois, me lever le matin, faire ça, je me suis dit, ok, bon, j'ai des clients, il y a de l'argent qui rentre, mais ça m'intéressait pas pour autant. Et ça, c'était du coup il y a 4 ans, 3-4 ans. Ouais, c'est ça. Ok. Mais à ce moment-là, du coup, 2020, il n'y a pas autant d'acteurs qu'il y a eu entre 2000... Ouais, c'était au début, quoi, 2019, 2020, 2021, 2022, où il y a beaucoup d'acteurs sur Internet, justement, qui font des vidéos et qui expliquent, qui donnent des conseils. Il y en avait déjà du côté des États-Unis. C'était quoi, du coup, tes modèles, tes sources d'inspiration à ce moment-là? Bon, non, on en parlait. Il y avait... c'est Théo ou Léo Théophile Hélier, peut-être? Ouais, c'est ça. Ou Léo Guillot? Non, Léo Guillot. Ok. Léo Guillot à l'époque. Donc je me souviens, il était à Genève. Et en tout cas, pour le dropshipping, c'est la personne dont je me souviens. Oussama Ammar, après, ça m'a pas mal porté. C'était également l'époque des bootcamps. Donc il y avait pas mal de personnes qui parlaient sur les bootcamps à l'époque. Et après, ouais, plus sur la scène aux États-Unis. Ouais. D'ailleurs, à 18 ans, je parlais vraiment pas anglais. J'étais vraiment mauvais. Après, je me suis rendu compte que l'anglais, c'est super important. Et en tant qu'entrepreneur, d'ailleurs, les personnes qui regardent, c'est important de comprendre que l'anglais, c'est... En tout cas, à l'époque, moi, ça me permettait d'avoir accès à l'information de manière quasiment illimitée. Alors que le secteur français, comme tu l'as dit, c'était très limité. Restreint. Absolument. Et donc, tu avais des personnes, et donc ça, c'était un peu les gourous, mais genre Tony Robbins, par exemple. Ça, c'est des personnes qui m'ont inspiré. Donc,
Maintenant, j'ai du recul face à ça, mais c'est vraiment des personnes qui m'ont inspiré et j'ai gagné pas mal, je pense, en maturité, où je me suis dit, ok. Et parfois, à défaut, mais je me suis dit, ok, l'argent, c'est pas ce qui va, à la fin de ma vie, tu vois, c'est pas, je vais pas retenir l'argent, je vais retenir ce que j'ai créé. Donc, il y a eu cette période de chatbot IA. Techniquement, c'est là où je commençais à être compétent. Donc, toucher pas mal de langages de programmation. Ensuite, donc j'ai arrêté ça. Bon, c'est toujours en cours, mais de manière très passive. Maintenant, après, il y avait Là, c'était vraiment l'aventure, je dirais, startup, où j'ai commencé à créer un genre de réseau social qui, finalement, n'a pas fonctionné. Mais c'est vraiment là où j'ai commencé à avoir des petites levées de fonds, des contacts avec des mentors, pitcher vraiment à des gros fonds d'investissement, des gros business angels. Et c'est là où c'était un peu la claque, dans le sens où tu te rends compte que c'est énormément de travail. Parce que là, c'était un gros shift entre passer de « Ok, tu fais du dropshipping, tu fais des chatbots de l'IA, donc tu fais du B2B », à passer à quelque chose qui est directement avec des consommateurs, des utilisateurs, et en sachant que le business du réseau social, c'est un business qui est super compliqué, parce qu'il y a très peu de personnes qui réussissent. Et en fait, j'étais très naïf à l'époque, et tu penses que, ok. Et ça, c'était un peu l'impression de, tu vois toutes les levées de fonds, tu vois des projets similaires qui lèvent des fonds, etc. Et tu dis, ok, j'ai une super idée, ça va marcher, mais en fait, pas du tout. J'en parlais avec Oussama, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il évoque, c'est que tu as beaucoup de porteurs de projets qu'il a vus, qui étaient spectateurs en fait, de toutes ces levées de fonds que tu évoques, et qui ont le sentiment qu'il y a plein d'investisseurs en fait, qui attendent qu'une seule chose, c'est que tu arrives avec ton projet, qui sont prêts à te donner plein d'argent pour pouvoir développer. Est-ce que tu étais dans cette situation, plus ou moins? Ouais, non, c'est absolument ça. C'est un peu ton bébé, en fait. Et tu vas le pitcher, en fait, tu te rends compte que non. Et après, en plus, au début, tu te dis, tu comprends pas, en fait, pourquoi. Tu te bloques un peu, tu te dis, je comprends pas pourquoi, et tu es très biaisé. Et en fait, tu te rends compte derrière, il y a un peu ce sentiment tu te dis, c'est pas juste, parce qu'il y a beaucoup de travail, l'idée est énorme, je comprends pas pourquoi les personnes ne me font pas confiance pour monter le projet. Et en fait, tu te rends compte que ces personnes-là ont raison, parce que le marché est complètement saturé. Mais ça, en fait, tu le découvres qu'après. Et quand... Là, j'ai évoqué très rapidement, mais en fait, c'était 2 ans, en fait, où tu persévères, tu pitches à quasiment toutes les entreprises ou les fondations, tu sais, qui te donnent des grants, enfin, qui te supportent avec des financements. Et en fait, tu te rends compte que, c'est pas si facile. Et à ce moment-là, je découvre la crypto également. Et là, la crypto, en tant qu'individu, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est-à-dire, je résonne aujourd'hui énormément avec les valeurs des crypto-actifs, du Bitcoin et d'autres. Et ce que je cherchais en tant qu'individu, à savoir créer un impact, et pas seulement être là pour l'argent, je me suis dit, en crypto-monnaie, en blockchain, il y a énormément d'opportunités. Parce que les valeurs me correspondent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup... Alors, je dirais, il y a ce qu'on appelle la bell curve. Donc, c'est souvent les personnes qui sont aux extrémités. Puis après, il y a la masse. Et donc, il y a une extrémité de scammers. Il y a une extrémité de personnes qui veulent vraiment faire des projets pour l'impact. Et qui sont vraiment là, je dirais, pour la technologie, ce que ça apporte pour le monde, vraiment. Et donc là, j'ai vraiment creusé dans la technologie. Donc, je me suis intéressé... Alors, je faisais pas mal de trucs techniques dans la crypto, dans la blockchain. Et ensuite, j'étais dans des DAO, donc des organisations décentralisées. Donc, j'ai travaillé à MakerDAO, qui est donc aujourd'hui le protocole derrière ce qu'on appelle une valeur stable, enfin le DAI, donc qui est en gros un stablecoin décentralisé. Et ensuite, je me suis également associé à un autre DAO qui crée une ville sur le réseau Ethereum, qui s'appelle CityDAO. Et en fait, ça, c'était vraiment des valeurs qui me correspondaient. À l'époque, j'étais un peu dégoûté de l'entrepreneuriat, je dirais, normal. Traditionnel, ouais. Et là, je me suis dit, OK, ça, c'est mon monde. Je trouve ça super intéressant. Et là, j'ai vraiment creusé.
il y avait un peu ce parcours derrière de énormément de temps et passé dans le milieu d'entrepreneuriat. Je me suis dit, ok, il faut que je creuse. Et vraiment tous les jours, c'était que ça. La recherche. Je me suis mis dans plein de projets pour comprendre un peu l'écosystème. Et je me suis dit, en tant qu'individu, il faut vraiment que... C'est vraiment quelque chose qui me parle, où je peux apporter de la valeur, qui est connecté à mon éthique. Et je me suis dit, ok, il faut que je crée des projets là-dedans. Voilà, tout me correspond en gros. Et ensuite, voilà, après j'ai fondé Xborg. C'était il y a en fait pas longtemps du tout. Et même des individus comme Anthony, par exemple, que tu as eu sur le podcast, c'est des personnes qui me parlent. C'est-à-dire qu'on est complètement alignés sur notre philosophie de comment on crée un projet, sachant qu'on est très proche de la communauté, mais également l'éthique. C'est-à-dire pas être en fait le business qui cherche à accumuler seulement des fonds, lever le plus possible, mais c'est vraiment comment tu apportes de la valeur à tes utilisateurs, aux membres de la communauté. Et aujourd'hui, Xborg, tu vois, c'est quelque chose qui est très centralisé, mais ce qu'on veut, c'est vraiment le décentraliser, dans le sens où la valeur qu'on apporte à l'écosystème, ben, on souhaite le redonner à l'écosystème également. Ok, je vois. Et donc, ça, c'est tout ton parcours au niveau entrepreneurial, où tu as essayé beaucoup de choses, et c'est super intéressant de voir ça. Et franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en fait, auraient abandonné en cours de route. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as maintenu le cap et tu as continué? Ça, j'ai sauté une étape là, mais en gros, j'ai fait un stage à 19 ans, d'ailleurs à Abu Dhabi. Okay. Première expérience aux Émirats, où j'étais serveur dans un hôtel d'ailleurs qui s'appelle le Saint-Régis. Et en fait, la seule raison pourquoi j'y suis allé, c'est que je m'appelle Louis Régis. Il y avait le nom Régis. Alors, je ne suis pas connecté à l'hôtel, mais ce n'était pas la seule raison. Mais je me suis dit, ok, je vais chercher tu vois, le challenge. Et donc, pour mettre en contexte, quand tu vis à Dubaï et à Abu Dhabi... Tu vivais déjà ici, non? Non, j'étais juste en stage, en fait. C'était 6 mois. Et à Abu Dhabi et Dubaï, tu as deux populations. Je dirais, tu as vraiment les populations... tu as les Pakistanais et les Indiens, qui souvent font pas les meilleures activités. Et ensuite, tu as les personnes qui sont assez fortunées et aisées, parce que Dubaï et Abu Dhabi, c'est des villes où ça coûte cher. Et donc, j'étais vraiment dans cette population de personnes qui travaillaient vraiment très dur. Alors, on vivait dans une chambre où on était 10, par exemple. Et donc, moi, j'étais tout nouveau, dans un cadre j'étais un peu assez bercé quand même, dans mon enfance. Et tu travaillais énormément. C'est-à-dire, j'ai gagné également en responsabilité. Mais c'était... alors, tu travaillais, tu vois, à peu près 12 à 14 heures par jour. Ouais. Donc, c'était très dense. Et c'était également physique. C'est-à-dire qu'il y a des journées où c'était, en termes de nombre de pas, c'était 40 000 pas. Donc ça m'a construit parce que j'ai compris c'était quoi beaucoup travailler. Ouais. Que c'était la dur physiquement, mentalement. Et d'ailleurs, quand aujourd'hui on fait à Xborg, on travaille énormément, c'est rien comparé à ce que j'avais fait à l'époque. Donc très jeune, je me suis dit, ok, là c'est compliqué. Le pire, c'était que en tant que personne, moi je me plaignais beaucoup parce que c'était dur, mais avec mon ego, je me suis dit, je vais pas abandonner, je vais aller jusqu'au bout. Mais les personnes qui étaient là avec moi, que je respecte énormément, en fait, pour eux, c'était normal. Ouais. Et pour eux, tu vois, c'était une opportunité plus qu'autre chose. Et je me suis vraiment remis en question et compris la chance que j'avais en tant que personne d'être là pour une durée limitée. Et c'est là où j'ai vraiment gagné en maturité. Ok. Et tu gagnais combien par mois en faisant ce stage? Ça devait être $500 par mois. Ouais, c'est plus ou moins le salaire des workers là-bas. Et combien de temps il a duré? 6 mois. 6 mois. C'est intéressant parce que je me reconnais dans ce que tu dis, parce que moi aussi, à l'âge de 19 ans, j'ai pas fait un stage de ce type-là, mais j'ai fait l'armée.
Et c'est sensiblement la même chose, et c'est ce qui m'a fait gagner en maturité, en responsabilité. Tu vas travailler énormément, tu vas faire, c'est très physique, tu vas dormir très peu. L'armée, tu gagnes pas d'argent, ou tu gagnes, c'était quelque chose comme 200 balles par mois, c'est des jours où tu gagnes 5 balles par jour, un truc comme ça, bref. Ouais, c'est la même chose. Je trouve que c'est une excellente initiative que tu as eue. C'est de ta propre initiative, ou c'est quelque chose qui t'a été recommandé? Non, je pense que j'étais inconscient à l'époque. En sachant que j'ai pas du tout évolué dans un contexte international. Pour moi, j'étais français et j'avais pas une ouverture. Et à l'époque, je dis à l'époque, c'était il y a pas longtemps, mais il n'y avait pas cette ouverture également internationale. Je parlais peu anglais. J'avais très peu de connaissances sur Abu Dhabi, sur Dubaï, les Émirats. Je me suis dit, ok, j'ai envie de faire un truc exotique. Je vais me lancer, et je me souviens, le recruteur pendant l'interview me demande, ok, nous on te prend, mais t'es sûr tu veux le faire? Est-ce que t'es sûr tu veux y aller? Et je me suis dit oui, parce que je me suis dit, ok, je vois pas pourquoi j'y irais pas. Tu te dis, ok, moi je suis invincible, de toute façon ça va pas être horrible. Et je me souviens un truc qui m'a marqué, c'est quand je suis arrivé, premier jour de stage. Donc, en sachant qu'il y avait 1 heure de trajet aller-retour. Donc, c'est assez commun, en fait, que tous les employés d'hôtel ou des personnes qui travaillent dans le bâtiment sont dans un même campus, en fait. Ouais. Donc, il y avait 1 heure aller, une heure retour. Premièrement, j'arrive dans le bus, donc qui nous envoie à l'hôtel. Et en fait, déjà, je me dis, contexte culturel, je suis le seul blanc. Et je me suis dit, ok, bon, ça, c'est pas grave en soi, mais 1 minute après, tout le monde dort. Et en fait, je me suis dit, là, ça m'a vraiment marqué, parce que je me suis dit, ok, pourquoi tout le monde dort? Et je me suis dit, parce que moi, je voulais converser, je voulais parler aux gens, parler de mon expérience. J'étais très inconscient. Et là, je me suis dit, ok, tout le monde dort. Et première journée, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il y avait énormément de travail et qu'en fait, tu avais peu d'opportunités de dormir. C'est compliqué de dormir dans une chambre où tu as 10 personnes. Tout le monde rentre, tout le monde part. Il y a des chiffres différents, etc. Et là, j'ai compris. Et après, je me suis accroché. Et au final, ça l'a fait. Mais ça m'a énormément construit. Je pense que c'est l'expérience qui m'a le plus construit aujourd'hui en tant qu'individu. Et parce qu'aujourd'hui, peu importe ce que je fais, tu peux toujours relativiser. Voilà, c'est ce que j'avais fait. Et c'était beaucoup, beaucoup plus dur. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Et j'imagine que cette expérience, elle t'a construit, elle t'a permis de te dire, ok, même si c'est dur, même si machin, je vais continuer à poursuivre mon objectif parce que j'ai conscience de la chance que j'ai malgré tout, et ça va me permettre d'arriver à mon but qui est d'entreprendre et comment dirais-je, de trouver ma voie, d'être épanoui dans ce que je fais. Avant d'en venir à ça et de ce truc de trouver sa voie, parce qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, qui me suivent sur le réseau et qui me demandent, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quel est le projet qui me stimule, je ne sais pas quelle est ma voie, est-ce que tu as des idées de business, est-ce que tu as ci, etc. Mais au-delà de l'idée même de business, parce que des idées de business, on pourrait en avoir... Toi et moi, on se pose là 60 minutes, on a 25 idées de business, 1 par minute, 2 par minute, peu importe. Mais l'idée, c'est de trouver quelque chose vraiment avec lequel tu es aligné, ta vision, elle est claire, tu peux t'épanouir, tu peux être stimulé et ça donne du sens à ton existence. Ça, on en parlera dans quelques minutes. Mais avant ça, du coup, l'épisode Crédit Suisse Rothschild, il se passe pendant toutes ces années où tu entreprends en parallèle. Tu faisais ça, du coup, toutes tes expériences entrepreneuriales que tu as essayé, échoué, réitéré différemment, échoué, et donc appris justement au fur et à mesure pour grandir. En parallèle de ça, tu étais salarié chez Crédit Suisse et Rothschild, c'est ça? Oui, alors, échoué, je pense que c'était plus... il n'y avait pas la passion, il n'y avait pas le drive, et du coup, je me suis dit, ok, ça sert à rien. Ok, donc plus qu'échouer, tu as plus arrêté et tu t'es dit, je vais pivoter, je me remets en question, ça me stimule pas, je fais autre chose, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est une forme d'échec en fait. Parce que c'est... Tu vois, pour moi, il fallait plus réfléchir à se dire, ok, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et effectivement, en fait, j'ai toujours voulu faire quelque chose. Et d'ailleurs, de 18
non, sauf le stage en fait à Abu Dhabi, où là c'était vraiment trop compliqué, mais j'ai toujours une activité en parallèle. J'ai toujours essayé de faire des choses à gauche, à droite. Des projets, il n'y a jamais, je crois, il y a jamais un jour où j'avais, tu vois, jamais un truc entrepreneurial dans ma vie. Ok. Chaque fois, c'était soit écrire des choses, soit faire un white paper, soit monter quelque chose, apprendre quelque chose. C'est quoi la question déjà ? C'est ton parcours avec Crédit Suisse Rothschild en parallèle d'expérience entrepreneuriale. Oui. Et en fait, je me suis dit à un moment, bon, il faut une activité professionnelle. Et bon, là, je cherchais un peu le cadre où moi, j'avais plus de leverage en tant qu'individu. Et j'étais aussi très curieux du secteur financier. C'est-à-dire, le secteur financier, c'est un secteur qui impacte tout le monde. Il n'y a pas une personne qui, aujourd'hui, n'est pas impactée par les finances. Et j'étais aussi conscient un peu de dériver du système financier. Je voulais en apprendre plus. Okay. Donc là, je rejoins Crédit Suisse. Et je voulais aussi tester en tant qu'individu, c'est quoi vraisemblablement être employé. C'est-à-dire, hormis l'expérience à Abu Dhabi, je me suis dit, ok, c'est quoi en fait ? Ça se trouve, ça va me plaire. J'étais un peu aussi dans l'inconnu. Et en fait, pas du tout. Parce que je me suis rendu... Le plus important pour moi, c'est aussi être entouré de personnes qui ont un peu les mêmes valeurs. Et en fait, à Crédit Suisse, toutes les personnes étaient là juste pour le travail, juste pour faire de l'argent. Et c'était tout. Et à ce moment-là, tu rentres chez Crédit Suisse en qualité de quoi ? C'était quoi ton emploi ? C'était quoi ton statut ? En gros, j'étais quant dans le secteur du lending. Donc, en gros, tu fais des modèles pour tout ce qui est prêt de Crédit Suisse. Et d'ailleurs, ça a mal tourné. Alors, moi, à mon échelle, j'étais vraiment un pion dans l'entreprise. Mais... T'avais 20 ans à ce moment-là ? Non, j'avais 23 ans. 23 ans, ok. Non, parce que... Donc, quand la phase où tu fais ton stage de 19 ans à Abu Dhabi et 23 ans, tu rentres chez Crédit Suisse, entre deux, c'est des études. Études et entrepreneuriat. Ouais. Ok. Études, expérience entrepreneuriale, tu montes en compétences et après, boum, tu testes. Absolument. Ça. Ouais, et puis après, parce qu'en fait, de base, je n'avais pas un background technique. Donc, en fait, à Crédit Suisse, c'était purement technique. Ouais. Et c'était une expérience... D'ailleurs, j'ai rencontré une personne qui m'a vraiment plu au sein de Crédit Suisse, mais on n'était pas du tout dans le même monde. Moi, une phrase ou un mot qui me faisait vraiment mal, c'était le vendredi. Tout le monde disait « On est super content, c'est vendredi, on a le week-end. » Et ça me marquait, et c'est quelque chose que je ne pouvais pas entendre, parce que pour moi, ça veut dire que ce que tu fais, finalement, c'est pas quelque chose que tu aimes, c'est pas quelque chose qui te drive. Donc c'est vraiment cette phrase du vendredi, moi, ça me touchait énormément, et pour moi, je me répétais, je peux pas être là, c'est trop compliqué pour moi. Et bon, après, je suis conscient que, tu vois, c'est des emplois où tu gagnes beaucoup d'argent, donc tu as la sécurité financière, mais encore une fois, j'ai toujours en tête comment je vais me sentir à la fin. Est-ce que je vais être là pour l'argent ou est-ce que je vais être là pour les projets que j'ai portés ? À ce moment-là, à 23 ans, quel est ton niveau de revenu ? Tu parles de gagner beaucoup d'argent pour que les gens s'identifient par rapport à quelqu'un qui a un salaire normal ou un SMIC. Parce qu'après, ce qu'il faut se dire, c'est que tu quittes ce confort pour te lancer dans l'inconnu encore une fois avec l'entrepreneuriat. Ouais, alors il y avait Crédit Suisse, après il y avait Rothschild. Rothschild, c'est là où c'était pour moi plus élevé et j'avais une position qui était beaucoup plus importante en fait qu'à Crédit Suisse, mais c'est dans les 6 chiffres. Donc c'est des salaires qui sont importants. Voilà, c'était à Zurich, donc c'était en Suisse, donc il y avait des proportions différentes, mais c'était vraiment des salaires très confortables. Tu manquais de rien en fait. Mais c'est aussi là où je me suis dit, à un moment, parce que je suis aussi conscient qu'en tant qu'individu, si tu veux monter un projet qui a énormément d'ampleur, combien de temps tu as ? Parce qu'après, tu vas avoir des responsabilités. Après, tu vas avoir des enfants, potentiellement, une famille, potentiellement. Tu vas avoir tu vas moins être libre. Et je me suis dit, ok, si je veux monter un projet, j'ai pas beaucoup de temps. Et en réalité, j'ai pas beaucoup de temps non plus. Parce que, voilà, à partir de 35 ans, indéniablement, tu vas avoir des responsabilités.
Alors, pas forcément, moi, c'est un choix, mais je me suis dit, OK, il faut que je me lance. Et en même temps, en fait, à Rothschild, et d'ailleurs, cette expérience m'a beaucoup appris, et m'a beaucoup apporté, parce que c'est vraiment là où je me suis dit, la crypto, c'était quelque chose de fabuleux. Avant, j'étais vraiment en crypto aussi, mais c'est vraiment à Credit Suisse où je me suis rendu compte que le système a un souci, que l'argent que tu as dans un compte en banque ne t'appartient pas, que l'argent que tu as ensuite va à d'autres personnes, que en fait les banques se font beaucoup d'argent sur ton argent. Je me suis dit, OK, ça va pas. Je prends conscience que à un autre niveau, que le Bitcoin a vraiment, et les crypto-monnaies ont vraiment un intérêt, en sachant que c'est aujourd'hui, avec d'autres valeurs, hein, l'or par exemple, mais où c'est vraiment ton argent. C'est-à-dire tu peux le conserver. C'est-à-dire quand c'est sur un wallet, c'est vraiment à toi. Personne ne peut te le prendre. Aujourd'hui, si tu as des centaines de milliers d'euros ou des millions dans une banque, alors il y a des assurances, mais la plupart de ton argent ne t'appartient pas. Donc ça, c'était vraiment très fort pour moi. Et je me suis rendu compte que okay, ça peut vraiment être une révolution pour le monde. Et également pour les personnes qui n'ont pas accès au secteur financier. Il y a beaucoup de personnes. Aujourd'hui, en Europe ou en France, tout le monde a un compte. C'est facile d'ouvrir un compte. Mais dans la plupart des pays dans le monde, en voie de développement, c'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a à peu près 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des comptes en banque. Donc, qui n'ont aucune sécurité financière. Ouais. Près d'un tiers de la population mondiale. C'est ce qui est énorme. Et en fait, à Rothschild, au début, ce que je faisais, c'était pas du tout relié à la crypto. Donc, c'était secteur de banque privée. Donc là, j'aidais en gros des personnes qui sont très fortunées à faire encore plus d'argent. Et c'était pas quelque chose qui me correspondait. Et en fait, tout est parti vraiment d'un email que j'ai reçu. Alors, j'ai même pas reçu, en fait. J'étais en copie d'un email qui parlait de crypto-monnaie. À l'époque, moi, j'étais à fond en crypto. Et je suis toujours. Et je me suis dit, OK, là, je peux aider. Je peux vraiment aider. Et je me suis senti en tant qu'individu comme... missionné. Ouais, je me suis dit, OK, je vais aider. Et là, je me souviens, ce jour-là, parce qu'en gros, c'était une personne qui avait fait beaucoup d'argent en crypto. Et les banquiers, en fait, ne comprenaient pas comment l'argent avait été fait. Ne savaient pas lire, en fait, des transactions, etc. sur la blockchain. Sur la blockchain. Et donc, je me suis dit, OK, moi, je comprends tout. J'ai fait une super analyse. Et là, ils ont compris que, OK, le gars comprend, peut tout retracer. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai monté en grade. Finalement, j'aidais même le board de Rothschild. Alors, en fait, c'était dès le début. Hein. Donc, pour quelqu'un qui arrive en banque, normalement, il y a une énorme hiérarchie. Pour moi, c'était énorme de pouvoir, par exemple, parler au CFO ou CEO de l'entreprise, alors que tu vois, à Credit Suisse, j'étais simplement un pion dans une entreprise qui a des dizaines de milliers d'employés. Donc là, en fait, tout est parti d'un email. Donc, encore une fois, je suis allé... Parce que j'aurais pu voir cet email et rien faire. Ouais. Mais en fait, c'est juste... J'ai vu l'opportunité, je me suis dit, OK, je vais apporter de la valeur ici. Tu as eu l'audace aussi d'y répondre, parce qu'il faut quand même une sacrée dose de cran pour pouvoir répondre. Ouais. C'est pas un email que tu reçois comme ça par hasard de n'importe qui, j'imagine. Donc, c'est quand même quelque chose. Et d'ailleurs, alors il y a des choses qui sont confidentielles, mais on parlait aux personnes qui ont le plus d'influence dans le milieu de la crypto. Voilà. Si on regarde les top 50 des personnes les plus influentes, à Rothschild, on a parlé à peu près une dizaine. Et donc en tant qu'individu, moi, c'était un rêve, parce que ces personnes-là, c'est des personnes que je respecte. Je voulais vraiment aller dans le milieu, et voilà. Cet email a un peu tout déclenché. Je dirais du jour au lendemain, je suis passé de la personne que personne connaissait à la personne que, en tout cas, j'étais connu pour être l'expert crypto. Alors non seulement en Suisse, mais également à Paris, également à Londres. Et en fait, j'étais le seul vraiment à connaître la crypto, et donc j'étais un peu le point de référence, à tel point que, en fait, j'aidais un peu tous les départements pour tout ce qui était crypto. Et ensuite, à un moment, je me suis dit, c'est bien, mais la vision de Rothschild, c'est pas la mienne. Je comprends pas... Enfin, les opportunités de croissance en crypto étaient très limitées, parce que Rothschild, ça reste une institution financière qui est très traditionnelle, ils sont très conservateurs. Et donc, je me suis dit, OK, moi, il faut... Maintenant, c'est mon
temps à moi, j'avais ce bagage en crypto et je me suis dit, ok, je vais me lancer. Et au final, tout a commencé également avec une conversation à Swissborg avec Anthony pour vraiment révolutionner le secteur du gaming. Et en fait, plus que le projet en lui-même, j'étais vraiment aligné avec Anthony. Et c'est une personne aujourd'hui que je respecte énormément. Voilà, on s'est vraiment aligné sur le projet. Les valeurs, on était alignés à 100%. Et après, il y a eu énormément ce travail de construire le projet, de comprendre quelles valeurs, enfin, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. À l'époque, il y avait énormément de dérives avec le play to earn, où en fait, il y avait des jeux qui étaient complètement débiles, où tu pouvais gagner énormément d'argent. Tu penses à des jeux en particulier ? Axie Infinity, c'est le jeu numéro 1, où il y avait des millions d'utilisateurs et les personnes pouvaient gagner de l'argent. Et Axie, en termes de chiffres, c'est des milliards de dollars qui ont été drainés au travers de ça. Axie, oui, en termes de capitalisation, oui. Alors maintenant, les opportunités, en gros, pour un Philippe P1, c'était de faire par mois à peu près... 200-300 dollars, non ? Non, même plus, en fait. 1000 à 2000 par mois. Waouh ! Ce qui est énorme là-bas. Ce qui est énorme, mais en fait, on a également pris le recul, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Économiquement, c'est pas possible d'avoir un jeu où c'est une machine à imprimer de l'argent. Ça marche dans un contexte où tout est euphorique, mais si on regarde sur le moyen long terme, on se rend compte que c'est pas possible. Le concept n'est pas viable. Je veux dire, économiquement parlant, c'est pas possible. C'est-à-dire, à partir du moment où il n'y a plus d'argent qui rentre dans l'écosystème, bien sûr. Forcément, quand tout le monde retire 2000 par mois, il faut 2000 en plus pour rajouter en fait dans l'écosystème. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de dérives et surtout que la technologie de la blockchain aujourd'hui était seulement appliquée aux jeux. Et on s'est rendu compte aujourd'hui, ok, pourquoi on ne va pas faire la technologie de la blockchain qui est appliquée pour les joueurs et non pas pour les jeux. Donc aujourd'hui, on est un des seuls acteurs qui vraiment est 100% impliqué côté joueur et pas côté jeu. Ok. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais est-ce que il y a un truc, il y a un déclic dans ta vie, dans ton parcours, parce que tu disais par exemple au tout début que tes parents t'ont beaucoup laissé libre choix dans ta vie, t'ont soutenu, ils t'ont pas imposé de faire des choses, etc. Mais tu t'es tout de suite orienté vers l'entrepreneuriat. C'est quoi qui t'a le plus, comment dirais-je, stimulé et intéressé dans ce monde qu'est l'entrepreneuriat, en particulier plus que le salariat traditionnel? Moi, c'était vraiment réaliser que ton humanité est en fait infiniment petit face à la civilisation et au monde. Et je me suis rendu compte que, en fait, toi, t'es rien. Moi, je suis rien. Toutes les personnes qui nous regardent, en fait, sont rien. Si on regarde l'échelle de l'humanité. Et je me suis dit, à un moment, ok, à quoi bon? À quoi bon être là si toi, t'es rien? Et ça m'a beaucoup marqué, et ça me marque aujourd'hui énormément. Je me rends compte qu'en fait, tu vis sur une année, enfin, sur une vie, c'est 80 années. Et je me suis dit, ok, ça sert à quoi d'avoir de l'argent si au final, dans tous les cas, t'es plus là. Et dans tous les cas, on sera plus là. Et je me suis dit, ok, faut vraiment chercher à aider le plus possible. Tant qu'on est ici, pouvoir aider le plus possible. Donc faire des projets qui ont de la valeur. Et encore une fois, pas de la valeur monétaire. Et aujourd'hui, on a parlé de valorisation, mais c'est quelque chose qui, pour moi, m'importe peu. C'est plus vraiment comprendre quelle valeur on peut apporter à ces joueurs-là, changer des industries. Et pour moi, voilà, faire des choses qui ont un impact. Et pas forcément juste un impact financier pour moi, mais juste un impact financier pour les autres. Et aujourd'hui, aider des joueurs. Alors aujourd'hui, l'écosystème reste petit, parce que l'écosystème de la blockchain, ça reste petit. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup plus d'importance pour moi de faire ce que je fais aujourd'hui, même si les salaires, alors on va parler des salaires, mais les salaires en tant qu'entrepreneur sont assez bas, en tout cas à la phase où on est actuellement, comparé à faire... Aujourd'hui, mon salaire est divisé gros 90% comparé à ce que j'avais à Rothschild. Donc ouais, c'est vraiment prendre conscience que
la vision et le fait de donner un sens à ton passage sur Terre a beaucoup plus d'importance que n'importe quel chiffre sur un compte en banque et un intérêt qui est juste économique, quoi. Ok, je vois, c'est très clair. Également, un autre point, c'est tu mettais beaucoup, t'as parlé du réseau. Et au travers de ton parcours, justement, des opportunités liées à des personnes qui ont croisé ton chemin de manière directe ou indirecte, en physique ou au travers d'un simple email, grâce à l'audace que tu as pu avoir et le fait d'avoir le cran, justement, d'affirmer ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu sais, t'a permis de t'ouvrir des portes. Beaucoup de gens, lorsqu'ils me contactent, ils m'écrivent, je vois les commentaires, etc., ont des blocages liés justement au réseau et ne savent pas comment le développer, comment saisir des opportunités. Et il y a énormément de gens qui, face à, par exemple, cet email où tu es en copie et tu vois clairement que tu peux aider, tu peux apporter, tu as la réponse, mais tu n'es peut-être pas la personne autorisée à répondre ou tu n'es peut-être pas la personne qu'on attend au tournant par rapport à cette réponse, bah, tu le fais quand même, tu saisis quand même cette opportunité. C'est un petit peu comme tu vas à un séminaire, à une conférence, tu vois qu'il y a une personne qui peut t'ouvrir des portes, tu dois la contacter, tu peux l'aider, mais ça te retient, t'oses pas. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui justement est dans cette phase-là? C'est que j'étais dans cette phase-là. Moi, je suis une personne qui est introvertie. Enfin, je suis très réservé comme personne. Je suis pas une personne qui va montrer ce que j'ai. Pour moi, ça m'apporte peu d'importance. Et j'étais exactement dans cette phase-là, où timide, compliqué d'approcher des gens. Ouais. Et aujourd'hui, voilà. J'invite les gens à aussi relativiser, comprendre que, en fait, tout le monde est petit. Vraiment, tout le monde, en fait, est petit dans le monde, à l'échelle du monde. Donc, tu te dis, j'ai quoi, en fait? Quand tu te rends compte que j'ai rien à perdre, que juste vas-y. Parce qu'encore une fois, il y a cette pression de se dire, ok, t'as des opportunités qui sont limitées parce que ta vie sur Terre est super limitée. Et donc, quand tu as ça en tête, tu dis, ok, mais en fait, pourquoi? Ça sert à quoi juste d'hésiter? Juste vas-y, tente. Et moi, je me suis démarqué face au travail. Parce que, par exemple, j'étais super intéressé par le monde du Startup Weekend, donc qui sont des organisations, j'en ai fait beaucoup en Suisse. Au début, je voulais juste participer, donc j'ai participé. Après, je me suis dit, ok, il y a des gens intéressants. Il y avait des mentors qui étaient top. Je me suis dit, ok, maintenant je vais organiser. Donc je me suis rattaché à quelqu'un qui voulait organiser. À l'époque, j'étais designer pour l'organisation. Alors que j'étais vraiment designer. Ce que je faisais, c'était très, très limité. Mais je me suis dit, ok, je vais faire n'importe quoi pour apporter de ma valeur, pour organiser ces événements. Et en fait, après, quand tu es organisateur d'événements, bah, tout de suite, c'est plus... t'as du crédit, en fait. Ouais. Donc tu peux aller vers les autres. Et c'est aussi... Même aujourd'hui, je me sens pas tellement légitime de faire rien que ce podcast-là, tu vois. Je me suis pas mal posé la question, ok, est-ce que je suis légitime? C'est un peu ce syndrome de l'imposteur. En fait, tu te rends compte que tu n'es jamais trop légitime, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va avoir plus d'impact que toi. Et donc en fait, il faut toujours relativiser, de se dire que... D'ailleurs, quand on est jeune, c'est la plus grande force. Aujourd'hui, quand je regarde une personne qui est très à succès, qui a 50, 60 ans, tu te rends compte que la personne, en fait, t'envie plus qu'autre chose, parce que tu es jeune. Et donc aujourd'hui, le temps, ça a forcément plus de valeur que juste l'argent. Et donc quand tu es jeune, bah, indirectement, tu es plus important qu'une personne qui est plus âgée, parce que forcément, tu as plus de temps pour essayer, et potentiellement plus de temps pour réussir au niveau de la personne. Donc, ça, ce qui me permet également aujourd'hui par exemple, quand tu es en contact avec des milliardaires ou des personnes qui sont très influentes ou des personnes qui ont monté des business aujourd'hui que je respecte, finalement, tu te rends compte que ces personnes sont plus âgées que moi. Et en fait, tu te rends compte que comment ces personnes fonctionnent, c'est qu'ils se rendent compte que si tu es plus jeune, c'est toi, limite, qui a plus de valeur. Parce que les entrepreneurs vont plus mettre de valeur sur leur temps que l'argent. C'est très intéressant ce concept. Un autre point, justement, c'est tu as beaucoup suivi de choses sur Internet.
ce qui a fait que tu as testé aussi beaucoup de choses. On en parlait tout à l'heure, Instagram n'est pas la réalité. Est-ce qu'il y a certaines choses, certaines notions que tu as vues sur Internet, des conseils, des choses ou autres, qui t'ont déçu ou faire perdre confiance sur certaines choses qui étaient à appliquer, où tu t'es dit non, c'est pas possible, je me fourvoie en pensant ça, etc., et j'ai été mal orienté, mal guidé par rapport à ça. Et je te pose cette question parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui consomment du contenu, qui peut-être parfois même, en tout cas j'en ai l'impression, consomment trop de contenu et rentrent dans une sorte de binge-watching de contenu, de formation, de podcasts, de livres, etc. Et fait mieux que parfait, l'application vaudra toujours plus et autres. Et il suffit parfois d'écouter un seul podcast pour créer ton business. Donc, ce serait intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. J'étais également victime de ça sur l'informatique. J'étais vraiment dans... Ok, tu vas faire le plus de tutos possible. Tu vas essayer d'en apprendre le plus possible. Mais en fait, tant que tu passes pas à l'action, il n'y a jamais vraiment de choses qui se font. Ouais. Donc, le meilleur des conseils, c'est d'essayer, prendre des risques. Il y a aujourd'hui des opportunités. Tu peux avoir beaucoup d'impact sans pour autant débourser beaucoup. Et finalement, tu vois, même si on a parlé d'échecs, etc., mais c'est des choses qui te construisent en tant qu'individu. Tu comprends. Et malheureusement, c'est compliqué d'éviter ces étapes. En tout cas, malheureusement, en France, il y a cette conception de si tu échoues, bah, tu n'as pas d'autres tentatives. Ce qui est complètement différent aux États-Unis. Mais voilà, c'est d'essayer le plus possible. Faut pas se poser trop de questions non plus. Rien n'est impossible. Tout peut être fait. En fait, tant qu'il y a le travail, tant qu'il y a le commitment derrière, tu peux le faire. Et pas se mettre de limites, je pense. Par exemple, alors, il faut être aussi raisonnable, mais pas se mettre de limites. Si aujourd'hui, tu sais pas coder, bah, pense pas sur les 3 mois à venir ou les semaines à venir. Pense vraiment sur, ok, je vais faire des efforts qui sont constants sur les 2 à 3 prochaines années et après, je vais être dans un état où je vais être capable techniquement de créer des applications. Okay. Et ça, c'est très, très important. Il faut aussi se mettre dans la perspective que la personne qui te donne des cours, son business, c'est te vendre des cours. C'est ça. Ton business, et c'est pas forcément des experts non plus dans le milieu. Les plus grands experts que j'ai vus dans des milieux sont pas des personnes qui vont communiquer dessus. Et d'ailleurs, quand je regarde des experts, soi-disant experts en crypto-monnaie qui font des vidéos, bah, c'est des personnes qui, d'un point de vue connaissance, sont très limitées. Et leur opportunité, c'est de créer, leur KPI, et donc leur métrique, ça va être créer le plus de ventes. Pas forcément d'informer le plus possible. Donc aussi prendre du recul sur des cours, être conscient que le business, c'est vendre des cours pour ces personnes-là, et prendre du recul. Ouais, c'est intéressant. Et justement, prenons du recul aussi sur la partie entrepreneuriale. Outre les différentes expériences entrepreneuriales que tu as pu faire ces dernières années, l'expérience entrepreneuriale la plus marquante et celle qui présente le plus de succès, le plus de potentiel, c'est du coup Xborg, celle dans laquelle tu es pleinement aujourd'hui impliqué. Quels ont été les challenges auxquels tu as fait face en passant du statut du coup de salarié, malgré le fait que tu avais des responsabilités, t'étais pas, tu avais vraiment un job qui présente, je pense, un grand stress, des vraies responsabilités, de la vraie réflexion, qui plus est, en échangeant avec ce type d'individu, tu te dois d'être, respecter certaines choses. Et quels sont les challenges auxquels tu as fait face en faisant ce switch salarié-entrepreneur, et peut-être des choses que tu ne pensais pas auparavant ou aussi impactantes? Le fait que, premièrement, tu as des employés et tu es responsable. Enfin, moi, je me sens responsable des employés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 12. C'est comme si j'avais, entre guillemets, 12 personnes. Enfin, c'est des personnes à charge. Et donc, tout de suite, c'est plus seulement pour toi, mais c'est aussi pour les autres. Et se rendre compte que tu n'es plus dans ta bulle, mais maintenant, ce que tu fais, ça a un impact sur la vie de ces personnes-là. Il faut également les
tu vois, que ces personnes soient motivées pour aller de l'avant, donc il faut avoir les bons packages pour eux. Et ça, c'était compliqué pour moi, ça l'est toujours, notamment en période de croissance. Savoir aussi se dire, on ne peut pas tout contrôler non plus, donc il faut savoir déléguer le plus possible, il faut faire confiance à ces personnes-là, il faut qu'ils comprennent également la vision. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez impactant pour moi. Ensuite, le travail. Juste me rendre compte que là, c'est... À Rothschild, Crédit Suisse, alors j'ai toujours beaucoup travaillé, parce qu'encore une fois, quand il y avait un job à côté, il y avait toujours une activité à côté. Mais là, vraiment être focus sur un seul truc. Ouais. Et se dire, j'ai tout lâché à côté, en fait. J'avais plus... Maintenant, c'est seulement Xborg. J'ai beaucoup de demandes de qu'est-ce que tu peux me conseiller, ou alors est-ce que tu peux investir dans ma boîte, etc. Je me donne 0 secondes, minutes pour ça. Tout est vraiment... orienté vers Xborg. Le focus, c'est seulement Xborg. Comment tu fais justement, et après on continuera, tu as peut-être d'autres éléments, mais comment tu fais justement pour rester focus et ne pas être dérouté? Parce que justement, au départ, quand tu démarres, tu as peu d'opportunités de ce type. Quand par contre, ça fait 1 an que tu fais les choses, tu as constitué une image, tu as constitué une équipe, tu as constitué des ressources, tu as un réseau, ça se voit, tu as levé des fonds, tu as des investisseurs qui te suivent, pas pour quelques dizaines de milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros, mais des millions d'euros. Tu es solide et tu es en place sur le marché, des opportunités, tu en as peut-être toutes les semaines, si ce n'est tous les jours. Et qui, parfois, elles brillent, tu vois. Et tu parlais du syndrome de l'imposteur tout à l'heure. Un des deuxièmes syndromes qui coûte le plus aux entrepreneurs qui démarrent notamment, mais aussi ceux qui sont déjà en phase de croisière, c'est le syndrome de l'objet brillant. Comment tu fais pour rester focus dans ta ligne de conduite? J'ai beaucoup appris sur le fait de sauter d'une opportunité à une autre avant. Parce que je faisais beaucoup de choses en même temps et je me suis dit que c'est tellement dur déjà que tu vas jamais y arriver si tu es sur beaucoup de fronts. Ouais. Et je me suis dit, en tant qu'entrepreneur, t'as pas beaucoup de chance en fait non plus. Donc, faut pas prendre peur, mais tu vois, l'énergie que je mets aujourd'hui, le fait que l'année dernière, et cette année, c'est 14 heures de travail par jour, que sur une semaine, c'est énorme, qu'on parle d'équilibre aujourd'hui, beaucoup, ok, il faut faire du sport, social, travail. L'année dernière, c'était 100% travail. C'était vraiment... vraiment que ça, quoi. Parce que les conditions de marché étaient compliquées. T'avais pas le choix, en fait. Ouais, on te donne pas trop le choix et t'es également responsable. C'est plus seulement moi, mais c'est vraiment aussi les autres. Et on a impliqué des investisseurs, des membres de la communauté. Par exemple, là, sur le tour d'investissement, rien que la communauté, aujourd'hui, est prête à investir 4,5 millions dans le tour. Et ça veut dire qu'il y a... Aujourd'hui, on compte à peu près 5000 personnes qui me font confiance, qui font confiance à l'équipe. Et je me rends compte que maintenant, c'est plus seulement mon petit projet, c'est aussi le projet des autres. C'est aussi tous les employés. D'ailleurs, j'aime pas trop le nom employé, c'est plus collaborateurs qui ont rejoint l'aventure. Me font confiance pour exécuter. Et il y a un peu cette, tu vois, ce feeling à l'intérieur de la boîte où tout est porteur. Et voilà, quant à la communauté, quand tu fais une vidéo YouTube, parce qu'il faut savoir que Xborg, c'est très lié à la communauté, donc il y a cette philosophie de construire en public. Vous communiquez beaucoup, c'est vrai, ouais. La chaîne YouTube Xborg, il y a beaucoup de choses où vous communiquez en transparence, tu fais souvent des keynotes où tu expliques l'avancée, l'évolution. Ouais, effectivement, et c'est en fait, pour nous, et je pense qu'on est très alignés avec Anthony là-dessus, c'est que l'avenir des entreprises, c'est un avenir qui est très orienté communauté. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on voit ce que fait l'IA, on voit ce que fait ChatGPT ou GPT 4 et 5 qui va bientôt arriver. On voit que le rapport à la technologie va être complètement différent, qu'il y aura beaucoup moins de barrières à l'entrée sur les technologies. C'est-à-dire que pour créer... là, j'ai un projet d'ailleurs qui est venu vers moi pour investir. C'est un projet qui te permet de créer n'importe quelle application de service en quelques clics. Par exemple, si tu veux répliquer Airbnb,
tu peux le faire. Et en fait, tu peux le faire, mais c'est-à-dire c'est scalable, tu as un panel d'admin derrière, tu peux tout gérer. Et en fait, on se rend compte que les barrières à l'entrée vont être super faibles. Et aujourd'hui, on est au début vraiment de l'IA. Donc on se rend compte que si tu veux créer une startup dans la technologie, ça va être super facile, mais ça va être également super facile pour d'autres de te répliquer. Et ça va être compliqué à gérer. La valeur se trouvera plus forcément dans le produit, mais... Voilà, la valeur, c'est pas forcément sur ton produit, mais c'est sur les valeurs et également ta communauté. Complètement. Aujourd'hui, on a une communauté qui est super soudée. Et là, on le voit, ils sont prêts à investir sur le projet, au même cas qu'en fait, les business angels et les VC qui nous supportent. Et donc, on se dit vraiment que moi, j'ai beaucoup de responsabilités face à ça. C'est des personnes qui font confiance, qui mettent de l'argent qu'ils ont gagné dans le projet, et ça, c'est énorme. Et pour nous, vraiment, le futur, c'est... Et notre vision Enfin, ma vision d'Xborg, c'est vraiment être ce projet où nous, on a les joueurs, et nous, on crée la technologie pour les joueurs. Et ça, c'est super puissant parce que ça permet en fait de créer quasiment n'importe quelle technologie et être directement aligné avec les consommateurs de ce produit. Et en fait, Xborg, tu vois, c'est ce système d'identité digitale, mais c'est également des applications au-dessus qui consomment ce système d'identité digitale. Donc, par exemple, si quelqu'un au sein de notre communauté veut créer une plateforme de tournoi où il y a des tournois qui sont seulement accessibles à des profils qui ont qui sont très bons sur Counter-Strike ou sur Dofus ou sur Call of Duty, mais c'est des choses qui sont possibles. Et nous, comment on voit l'écosystème Xborg, c'est un écosystème où tu as des joueurs qui vont vouloir créer des applications. Nous, on a cet écosystème qui crée les applications et qui aide des entrepreneurs ou des joueurs à créer ces applications avec du financement, avec du conseil. Tout ça dans l'écosystème d'Xborg. C'est extrêmement intéressant, cette vision. On va y revenir, mais au travers justement de ton épopée entrepreneuriale, quand tu disais maintenant j'ai 12 personnes dont je suis responsable, il y a aussi une notion managériale. Et manager des équipes, donc savoir les trouver, les recruter, les former, les fidéliser, les manager, les incentiver dans certains cas. Enfin, c'est plein de questions, plein de problématiques, plein de nouveaux challenges auxquels un entrepreneur fait face. Encore plus lorsqu'il s'agit d'un jeune entrepreneur, parce que du coup, c'est, j'imagine, ta première boîte dans laquelle tu dois recruter, former, structurer des équipes autour d'une même vision, autour d'un même projet. Quels ont été les challenges auxquels tu as fait face niveau managérial, auxquels tu fais face peut-être, et les leçons que tu peux partager à ceux qui nous écoutent? Des profils qu'on a eu du mal à recruter, c'est un profil technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Xborg, c'est aujourd'hui très technique. Et en sachant que une fois les fonds levés, on a eu du mal à trouver des profils techniques, mais bons, parce que quand tu prends du recul face au recrutement, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui... techniquement, parle beaucoup, mais en fait, en pratique, il y a peu qui est fait. Okay. Et c'est là où en fait, à un moment, j'en ai eu marre, et je me suis dit, je vais le faire tout seul. Et en soi, bon, c'était vraiment à partir de septembre, en gros, à février. Donc septembre 2022 à février, donc il y a vraiment très peu de temps. J'étais... bon, pas février, parce qu'après, on a recruté des personnes techniques, mais... En gros, de septembre à décembre, c'était vraiment un gros rush où, en gros, j'ai construit tout seul 2 applications. C'est là où, en fait, tout le fait d'être compétent techniquement m'a servi. Parce que j'ai créé ces 2 applications. Et là, c'était vraiment des semaines et des mois qui étaient super compliqués parce qu'on recrutait, on avait également pas mal de sujets de financement, il y avait la croissance... Et il y avait, enfin, j'étais sur un peu tous les fronts. Ouais. C'est quelque chose que je recommande pas parce qu'à un moment c'est pas gérable. Sachant qu'en plus du développement informatique, pour ceux qui n'en font pas, pour ceux qui n'en font, ça leur parle, mais pour ceux qui n'en font pas, tu dois vraiment être focus. Une virgule, un élément dans une ligne de code peut complètement faire planter la machine. Et du coup, j'imagine que tu devais travailler 6, 8, 10 heures par jour sur du développement pur. Et puis à côté, tu devais gérer tout le reste du quotidien d'une boîte en croissance. Qui plus est, c'est pas une boîte en
en rythme de croisière, linéaire, stable, avec une croissance à 2, 3, 4, 10% par an. C'est vraiment une boîte qui explose et qui est en pleine croissance. Donc ouais, j'imagine que ça devait être assez sport. Ouais, là c'était vraiment un moment où tu te dis c'est pas tenable. C'était pas tenable. Et en fait, pendant tout ce temps-là, il y avait également une grosse pipeline de recrutement technique, parce qu'on cherchait vraiment quelqu'un pour prendre le lead de la technique. Mais ça a aussi, au sein de la team, l'équipe montrait que mon commitment à moi, c'est-à-dire de se dire, ok, même s'il y a des problèmes, je vais être là et je vais faire mon mieux pour résoudre ces problèmes. Et même si techniquement je suis pas la personne la plus compétente, j'y vais. Et en fait, ça, au sein de l'équipe, ça a créé un mindset très fort où, voilà, c'est quand même, de base, c'était pas du tout le rôle. Je veux dire, techniquement, je devais rien faire. Et de se dire, ok, c'est pas grave. Surtout que, on redonne du contexte, tu as levé des fonds aussi pour pouvoir structurer une équipe, etc., pour que le CEO puisse être concentré sur la vision, le management et impulser le truc. Et derrière, tu te retrouves à coder pendant des dizaines d'heures par semaine pour avancer, quoi. Non, absolument. Et au final, maintenant, on a monté l'équipe technique, mais pour une start-up, l'équipe technique, c'est super importante. En tout cas, le type de start-up que vous avez. Qu'on a, effectivement. Donc maintenant, on a l'équipe technique. On recherche toujours énormément d'ingénieurs qui sont très bons techniquement. Et ça, encore une fois, c'est compliqué à trouver. Après, on revient sur la question de comment manager une équipe. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir, par exemple, Swissborg qui aide beaucoup sur avoir des candidats. Donc ça, on est conscient que c'est une énorme chance. Normalement, quand tu es une start-up et que tu es en fait personne dans le milieu, il n'y a personne qui est trop intéressé pour rejoindre ton projet. Maintenant, on a également une chance parce que le contexte économique est mauvais. Et nous, on a cette chance d'avoir du cash qui permet de recruter les meilleurs talents qui potentiellement ont perdu leur travail à cause de la conjoncture économique actuelle. Donc on est, je dirais, assez sexy pour les candidats. Et après... je pense que la vision est très importante. Encore une fois, quand je regarde un profil, c'est vraiment à quel point on est aligné, quel est ton intérêt à toi. Est-ce que ça va être l'argent? Est-ce que ça va être le projet en lui-même? Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir que des personnes qui sont vraiment là pour le projet et sont vraiment sont pris dans l'engouement de la communauté. Et aujourd'hui, voilà, c'est des personnes qui comptent pas les heures. Et après, on a aussi la chance d'avoir un token dans l'écosystème, en fait, qui est le token du protocole. Et donc forcément, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup quand tu veux donner des packages, des compensations qui sont intéressantes, parce que tu as ce token également en parallèle. Ouais. Tu peux les incentiver donc avec justement le token, et ça leur permet, si par exemple pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas forcément liés au monde de la crypto, c'est un petit peu comme si tu avais des parts d'une société toute récente, et tu sais que plus tu avances, plus tu auras potentiellement de parts si c'est du token que vous donnez au fur et à mesure, et plus tu avances, plus la société fonctionne, plus chacune des parts vaut plus d'argent, et puis ça peut être du coup à la fin très très intéressant en termes de primes. Tu parles de vision. C'est quoi la vision de Xborg à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans? Parce qu'encore une fois, on parle d'un projet qui a été créé en mars 2022. Au moment où on se parle, on est le 19 avril 2023. L'épisode sortira en mai ou en juin. Donc ça donne du contexte, mais ça fait un tout petit peu plus d'1 an justement que tu as créé Xborg. C'est déjà magnifique ce que vous avez su mettre en place et créer. Félicitations à toi et toute l'équipe pour le travail. Je sais que c'est pas le travail d'un seul homme, c'est aussi le travail de toute une équipe. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. C'est quoi la vision justement dans 12 mois, 24 mois, 36 mois, etc. Créer un écosystème où on valorise les joueurs et on leur permet de créer n'importe quelle application et avoir la plus grosse communauté dans le gaming. C'est vraiment... Et encore une fois, c'est... Vos 2 objectifs, ouais. C'est notre vision de... On sait qu'à 10 ans, la technologie, les barrières à l'entrée vont être très basses. Qu'on se comprend que, dans tous les cas, n'importe quelle technologie que tu vas créer va pouvoir être réplicable de manière assez facile. Donc on se dit, ok, pourquoi nous, on n'est pas le précurseur.
le précurseur, finalement, ça s'applique non seulement au milieu du gaming, mais tous les milieux. Se dire pourquoi les consommateurs ne sont pas également les créateurs. Et je vois pas de raison, en fait, je vois pas pourquoi ça pourrait pas être mis en place. Donc c'est vraiment ça l'objectif. C'est en gros être un tremplin pour tous les joueurs qui veulent créer des applications au sein de notre écosystème. Ok. Et pour quelqu'un qui connaît un petit peu le monde des jeux vidéo, mais sans plus, et qui se dit peut-être, ok, votre projet, ça a l'air sérieux, ça fait plus d'1 heure que j'écoute Louis, etc. Très intéressant, mais concrètement, moi, quand je vais dans un supermarché pour acheter un jeu d'un éditeur type Ubisoft, Blizzard ou peu importe à mon enfant ou parce que pour moi, pour m'amuser, j'achète le jeu, j'ai le jeu, ça s'arrête là. Je vais me divertir et voilà. J'arrive pas à concevoir comment je vais créer de la valeur dans ce jeu-là et comment donc, grâce à mon identité numérique à laquelle je vais me connecter sur ce jeu-là, je vais pouvoir percevoir du token, donc monétiser ma donnée ou monétiser d'autres choses, percevoir du token et ça aura de la valeur. Donc, pour ceux qui justement comprennent pas ce schéma, explique-nous peut-être plus clairement les mécaniques internes de façon à ce qu'on puisse percevoir d'où est créée la valeur et qu'est-ce qui fait que les joueurs peuvent être rémunérés à un certain moment, que ce soit à l'heure actuelle, déjà actif, mais aussi à échéance plus long terme, quand le niveau d'adoption sera tel que ce sera quelque chose de normal et de commun. Alors, le système d'identité digitale est utilisé dans des jeux, mais également dans des applications. Pas forcément des jeux en fait. Par exemple, un système qui est assez simple, c'est une plateforme de tournoi. Aujourd'hui, dans une plateforme de tournoi, tu vas rentrer dans des brackets pour affronter des gens. Mais en fait, le système de matching entre brackets se fait sans connaissance de qui est derrière. En fait, ce qu'on permet, c'est d'avoir plus d'informations sur ces personnes-là et donc de faire des matchings beaucoup plus efficient sur une plateforme de tournoi. Mais en plateforme de tournoi comme par exemple, imaginons tu joues à chess.com, tournoi d'échecs. Absolument. Okay. Donc, bon, l'échec, c'est quelque chose d'un peu différent parce que chess.com, c'est très... l'échec, c'est un type. Je veux dire, les plateformes d'échecs font la même chose. Alors, tu as d'autres projets, tu en as un... Ça s'appelle Immortal Game en crypto. Je ne fais pas de pub, non-financial advice. Mais... Donc, c'est moins important pour l'échec parce que voilà, le jeu est ce qu'il est et tu ne peux pas le changer. Okay. Mais par exemple, il y a ce qu'on appelle des NFT en crypto qui sont les actifs dans le jeu. Et aujourd'hui, tu peux emprunter ou louer en fait des actifs dans le jeu. Okay. Mais aujourd'hui, ça se fait avec un collatéral. Donc, en fait, quand tu vas demander en gros de l'argent à la banque, tu veux emprunter, il faut que tu déposes quelque chose en gage, en fait. Donc, si tu perds l'argent, ils prennent ton collatéral. En fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, ce qu'on permet, c'est ton collatéral, c'est ta réputation et c'est tes données. En fait, on a un système de réputation qui permet ensuite d'emprunter de l'argent, non pas sur quel argent t'as apporté, mais quelle identité tu as. Quel score tu as dans ton identité, ouais. Absolument. Et après, ça permet, par exemple, si tu veux faire une application de dating pour les joueurs, pouvoir matcher sur leur identité. Aujourd'hui, tu as des applications de dating pour les joueurs, mais tu n'as aucune information sur le joueur en lui-même. Ouais. Donc ça, on permet de faire ça. Et en fait, l'écosystème est créé de manière à ce que n'importe qui peut créer des applications en utilisant le système d'identité digitale. Donc ça ne va pas être seulement Xborg qui aujourd'hui a créé 2 applications. On ne va pas seulement faire ces 2 applications, mais donner l'opportunité aux joueurs qui d'ailleurs ont une fibre entrepreneuriale et veulent se dire ok, il y a une super opportunité pour les joueurs, je vais le faire au sein de Xborg et donc nous on va t'aider avec le financement, techniquement on va t'aider à mettre en place et c'est ça vraiment où on veut aller, quoi. Finalement, contredis-moi si je me trompe, mais si on fait un parallèle avec le Web 2, vous êtes une sorte de Steam du Web 3 ? Alors Steam, c'est vraiment la distribution, ce qu'on appelle un launcher, mais c'est la distribution de jeux. Ouais.
nous, par exemple, il pourrait y avoir un système de distribution au sein de l'écosystème. Okay. Ça serait une strate, une transversale de l'écosystème. Ouais, c'est une verticale. Et en fait, tu as le tournoi. Par exemple, tu as des marques qui aujourd'hui, leur business, c'est le marketing auprès de joueurs, avec des publicités, etc. Donc là, pourquoi pas juste, en tant que joueur, tu pourrais dire, OK, moi, je veux bien être contacté par des marques, mais ça va coûter 1 à 10 centimes par communication. Donc en fait, tu peux créer ce système de communication au-dessus de l'identité digitale pour que des marques puissent contacter des joueurs et de manière super ciblée, en fait. Ouais. Et là, tu n'as pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que tu as Facebook Ads à l'époque, d'ailleurs je faisais pas mal à l'époque de dropshipping, mais ton intermédiaire c'est Facebook, donc tu as la marque Facebook audience. Nous c'est pas ça, c'est en fait on ouvre un réseau de communication entre les joueurs et les marques, où les joueurs mettent leur prix. Est-ce que moi je veux être... Ça se trouve tu es super bon dans l'e-sport, ou alors tu as un profil unique, tu sais que ton profil a de la valeur, donc tu vas dire, OK, moi c'est 1 euro par communication. Et c'est comme ça, par exemple, ça c'est une opportunité de gagner en tant que joueur qui fait partie de notre écosystème. Ok, ouais, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Et question toute bête, mais toi-même tu as un passé de joueur pour que ça te tienne à cœur comme ça, et ou tu as une histoire personnelle avec le monde du gaming? Alors tu as parlé de Dofus et Call of Duty. J'étais à fond dedans. J'étais vraiment à fond dedans. À l'époque, voilà, c'est Cybercafé. Quand j'avais 10 ans, 10-12 ans, Cybercafé. Puis après, l'ordinateur, PlayStation, etc. Donc, j'étais à fond dans j'ai toujours été à fond dans pas mal de trucs. Et par exemple, quand j'étais petit, je me levais à 6h du matin pour faire Call of Duty, pour jouer à Call of. On avait une unité centrale à la maison, tu vois, où on n'avait qu'un ordinateur pour tout le monde. Et moi, je squattais Dofus. À l'époque, tu avais les cartes, tu pouvais acheter des cartes SIM pour des crédits sur Dofus. Ah ouais, les codes audio. Ouais, voilà. À la belle époque. Donc j'étais dans ce truc-là aussi. Et ça m'a vraiment passionné. Enfin, j'ai en gros, avant, voilà, de 8 à 16 ans, après, voilà, c'était les études et j'ai pris ça très sérieusement, mais j'étais vraiment à fond dans le gaming. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué parce que, voilà, responsabilité. Responsabilité, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui me fascine dans l'impact parce que... Qui fait partie de ton ADN. Oui, absolument. Et aujourd'hui, j'ai aussi le recul. Je me dis, mes meilleures années, c'était quasiment les années sur Call of Duty. Pour ceux qui connaissent, voilà, Black Ops ou Modern Warfare, c'était vraiment, vraiment la belle époque. Et surtout, en fait, le monde, comme il est aujourd'hui, il va évoluer dans un milieu où l'intelligence artificielle va prendre le dessus, la productivité va augmenter, les gens vont avoir beaucoup plus de temps pour le divertissement, le jeu c'est un divertissement également, et pour moi c'est important d'être un acteur qui permet de mieux valoriser son temps. On a parlé, le temps, pour moi c'est une commodité qui a plus d'impact que l'argent, mais se dire qu'au moins si tu passes du temps sur un divertissement, tu puisses monétiser ton temps, ou en tout cas c'est... Ouais. Alors, je sais pas si c'est rentabiliser, c'est le bon terme, mais se dire, OK, au moins... Capitaliser, effectivement, ouais. Ton temps sur un jeu et voilà, mieux valoriser les joueurs. C'est aujourd'hui une thèse, une thématique qui est très peu... abordée en crypto, encore une fois. Comment on a commencé Xbox, c'est se dire... la blockchain pour les jeux, c'est un use case qui est énorme. Maintenant, pour les joueurs, c'est très peu appliqué. Ouais. Et on a été soutenu. Alors, on a fait des gros partenariats. Par exemple, on a fait un partenariat avec la Team BDS, qui est une grosse équipe e-sport en Suisse. C'est numéro 1 en Suisse. C'est les champions du monde sur Rocket League, qui est un gros jeu actuellement. On a fait également d'autres partenariats avec des grosses équipes qu'aujourd'hui, on n'a pas annoncées. Et donc, on a, tu vois, cet engouement autour du sujet. Et ça, c'est énorme parce que c'est pas des dizaines de milliers de joueurs que tu vas toucher, mais sur tous les partenariats qu'on a fait, si on regarde leurs fans, donc ces personnes qui sont vraiment attachées à l'équipe et qui vont utiliser le système d'identité digitale, qui vont faire partie de l'écosystème, c'est pas des dizaines de milliers, c'est des centaines de milliers, voire des millions qui utilisent la plateforme, donc ça c'est super pour nous. Bien sûr, et chacune de ces équipes sont représentées par des joueurs, chacun de ces joueurs
sont suivis parfois par énormément de gens sur les réseaux sociaux, notamment par exemple Stream ou Steam, Steam exactement. Tu vois, c'est Twitch. Pardon, c'est ça que je voulais dire, excuse-moi. Oui. Twitch, et tout de suite, tu vois, c'est un canal de diffusion que tu utilises, qui est viral, qui est gratuit, qui plus est, parce qu'ils font partie de l'écosystème, ils utilisent ton jeu, je veux dire, tu vois, n'importe quel jeu, tu parlais de certaines licences, notamment toutes les licences Call of Duty, s'ils sont devenus des licences aussi populaires, c'est grâce à des gens comme... À l'époque, ça te parlait, un des tout premiers youtubeurs là-dessus, Diablo X9, tu vois, Wartech, puis ensuite Squeezie, qui faisait ses premières vidéos YouTube sur ce genre de choses. Puis ensuite, il y en a eu des centaines d'autres, des milliers d'autres, et puis peut-être des dizaines de milliers d'autres dans le monde entier. Et aucun de ces joueurs, en tout cas au début, n'a été payé par ces éditeurs pour diffuser ce message. C'est encore une fois le joueur qui payait l'éditeur pour pouvoir avoir son exemplaire du jeu et pouvoir jouer, faire ses vidéos, etc. Il payait même parfois très cher avec son matériel, etc. Donc, Et au-delà de ça, tu vois, Xbox a aussi l'opportunité d'apporter énormément de faire connaître qu'est-ce que c'est que posséder des actifs. Et encore une fois, posséder des actifs aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très puissant parce que même en banque, si tu penses avoir ton argent, c'est complètement faux. Donc il y a une dimension d'éducation là que tu évoques finalement. Effectivement, de se dire qu'aujourd'hui, moi je suis à fond, la crypto, alors il y a des manques de régulation, il y a des scams, etc. Mais le fait de juste pouvoir posséder son actif, il y avait une campagne, alors je crois que c'est pas... Je crois que c'est les United Nations qui ont dit sur un flyer, j'avais vu à 30 ans, tu vas rien posséder, tu vas être très content. Bah pour moi, voilà, je le vois pas comme ça. Que posséder, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire aujourd'hui, si on est délaissé de toute possession, c'est un monde qui, pour moi, n'a pas beaucoup de sens. Et donc, là, c'est se dire aux joueurs, voilà, tu peux posséder ton identité digitale et si tu veux, bah plus tard, tu vas pouvoir posséder ton argent. Et on est conscient aujourd'hui que se poser ces questions, ça implique que tu as déjà un certain confort. Parce que par exemple, si tu parles à des personnes au Soudan ou en Éthiopie et que tu parles de ça, ils vont se dire, mais ok, c'est quoi l'utilité? Donc on sait que voilà, plus tard, il y a beaucoup plus de gens qui vont être confortables. Financièrement, l'IA, ça va augmenter la productivité, etc. Un peu de tout le monde. Tout le monde, je crois également à un revenu universel. Mais donc les gens vont se dire ok, j'ai de l'argent mais je le possède pas. Donc, et après c'est un pari qu'on fait également que les gouvernements, donc les entités centralisées, les entités politiques vont laisser ça en place. Maintenant il y a un risque que ça se mette pas en place, que on voit avec ce qu'on appelle les CBDC qui sont des Central Bank Digital Currencies. Donc qui sont en gros un cash électronique, si tu veux. On voit qu'ils vont essayer de prendre la main là-dessus. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'entités qui vont pas vouloir que les personnes possèdent des actifs. Ouais, complètement. Tu parles du système bancaire. Tu as une vision extrêmement intéressante de la chose parce qu'on te sent concerné, on te sent informé et tu as été acteur aussi de ce système à un certain moment et tu l'es encore aujourd'hui de par le fait que tu crées des solutions alternatives et tu contribues à ce monde alternatif qui est le monde du Web3, de la crypto. Sur WhatsApp, dans ta description de ton profil, tu évoques justement un article du New York Times de janvier 2009 qui exprime le fait que la chancelière offre une seconde chance au système bancaire. Bon, je pense qu'il y a eu plus qu'une seconde chance désormais. Ça, c'est peut-être un autre débat. Pourquoi cette phrase spécifiquement? Pourquoi cet élément? En gros, c'est la première phrase que le fondateur du Bitcoin, alors est-ce que c'est une personne ou un groupe, mais en gros, Satoshi Nakamoto a encrypté dans la première transaction du réseau Bitcoin. Et voilà, aujourd'hui, je pense que c'est une personne ou un groupe qui a eu cette vision du système bancaire quand moi, je ne l'avais pas. Enfin, 2018-2019. En fait,
ça, c'est pas venu par hasard. Hein. C'est parce que voilà, il y a la crise financière, donc t'as pas eu l'encryption parce que voilà. D'ailleurs, le Bitcoin est arrivé parce qu'il y a eu cette crise, parce qu'il y a des défauts dans le secteur bancaire, et on le voit aujourd'hui. Il suffit de regarder la money supply, donc si tu regardes la M2, qui en fait représente combien en gros, de dollars américains tu as dans l'écosystème, ou qui est imprimé, tu vois que ça a fait que augmenter. Et ça, c'est une phrase qui me marque, parce qu'en fait, la chancelière, c'est une personne qui... En gros, tout est centralisé. C'est-à-dire que la Fed, aujourd'hui, on l'a vu avec SVB, par exemple, qui était la banque de la Silicon Valley, a été... on ne parle pas de bailout, enfin, ils n'aiment pas parler de bailout, mais pour moi, a été bailout par justement des entités centralisées. Pour ceux qui nous écoutent, tu peux spécifier bailout? En gros, qui a été racheté. Ouais. Enfin, pas racheté, mais eux, ils ont couvert tous les dépôts. Donc, quand tu déposes de l'argent, voilà, tu as des dépôts, et là, on couvert tous les dépôts. Voilà. Ouais. Donc, en fait, tu es un peu... Finalement, ce qui s'est passé entre Crédit Suisse et UBS. Ouais, effectivement, ça, c'est une autre dérive où on voit que... Voilà, l'acteur suisse s'est dit, je peux pas laisser Crédit Suisse couler. Et alors, j'ai pas pleine conscience du deal, ce qui a été communiqué, mais je sais que UBS a racheté pour à peu près 3 milliards, si je me trompe pas. Mais on sait que l'équivalent de, en gros, la Banque centrale au niveau suisse a forcé un peu ce mouvement. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, le franc suisse, c'est une valeur de réserve, c'est une valeur de réserve, valeur de refuge. Tout le monde fait confiance à l'écosystème, et qu'aujourd'hui, tu ne peux pas laisser des acteurs comme ça couler. Mais il y a énormément de dérives côté financier. Plus important, c'est juste comprendre que ton argent, c'est pas le tien. Et après, ce qui se passe derrière, limite, est-ce que ça t'importe ? Tu sais juste que les gens sont seulement là pour l'argent. Donc, il y a des dérivés, il y a des produits exotiques. Et voilà, par exemple, Crédit Suisse va simplement... Enfin, leur objectif, c'est maximiser l'argent, et après, il y a des choses qui se passent entre banques. Il y a énormément de dérivés dans le secteur également. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible avec la crypto-monnaie, à savoir que tout est transparent. Ouais. Il y a des protocoles, ce qu'on appelle de DeFi, donc de finances décentralisées, où tu vois tout ce qui se passe. Donc tu peux par exemple aujourd'hui emprunter sans permission, c'est-à-dire il n'y a pas de KYC, donc tu n'as pas à montrer ton identité, tu peux emprunter de l'argent et tout se passe de manière transparente. Aujourd'hui, si tu empruntes de l'argent à une banque, tu ne sais pas du tout où est ton argent, tu ne peux pas le tracer, et ça c'est super puissant. Et on montre également que c'est plus résilient que l'écosystème bancaire actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans semi-crise financière, en tout cas aux États-Unis, l'Europe ou la France vont jamais s'accorder à dire qu'il y a une crise, mais il y a cette crise, chose qui n'est pas possible en fait dans un secteur décentralisé. Et aujourd'hui, les secteurs bancaires actuels n'ont pas envie de décentraliser leur structure, parce que tu n'as pas envie de comprendre, tu vois, derrière, qu'est-ce qui se passe. Par exemple, quand toi, tu vas déposer de l'argent dans un compte en banque, je ne connais pas les taux actuels, mais sont ridicules. Mais derrière, en fait, c'est des banques qui font de l'argent en fait, sur cet argent, et qui vont, par exemple, acheter du T-bill, donc des bons du trésor américain, qui vont, eux, avoir un rendement beaucoup plus important. D'ailleurs, chose que tu pourrais faire quasiment toi directement, mais sauf qu'il y a cette manque d'information, de connaissances. Ouais, il y a ce manque de connaissances financières, et il y a peu de personnes qui pensent à ça finalement. En France, je pense, ce serait intéressant de faire un sondage et de demander aux gens s'ils pensent que rien que leur argent, ça leur appartient. Je pense qu'il y a une majorité qui vont pas avoir conscience en ça, quoi. Bien sûr, non, mais clairement. Ils pourront nous le dire même directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Mettez-nous un commentaire si vous avez appris cet élément en plus de tous ceux que vous avez découverts ici aujourd'hui. Un autre point,
On a survolé ton passage sur les jeux vidéo jusqu'à tes 16 ans, donc tu as beaucoup joué. C'est intéressant parce que ça nous fait un point commun supplémentaire, c'est ce passage en jeux vidéo. Et moi aussi, jusqu'à mes 16 ans, j'ai énormément joué avant d'entrer en formation et aux études plus poussées. Ça me parle au point que, moi, une question qu'on m'a beaucoup posée, j'en avais fait aussi une vidéo YouTube, ce sont les différentes leçons de vie et d'entrepreneuriat que le monde du jeu vidéo m'a inculqué. Tu parlais notamment d'éducation. C'est clair qu'avec la détention d'actifs pour les jeunes joueurs ou même moins jeunes joueurs, c'est quelque chose qui fait partie, à mon sens, de l'éducation financière, de se rendre compte que tu peux détenir quelque chose qui, même s'il est intangible et réellement concret, a de la valeur et peut te ramener du rendement, ou tu peux le prêter et donc il peut y avoir quelque chose, ou tu peux le mettre en collatéral parce qu'il a vraiment de la valeur pour pouvoir faire quelque chose. Voilà, des cas d'application que j'ai cités, il y en a d'autres. Qu'est-ce que toi, le fait de jouer aux jeux vidéo à ce moment-là de ta vie, t'a apporté comme leçon de vie à titre personnel ou même professionnel? Je pense que d'une certaine manière, la vie, c'est comme un jeu, finalement, où tu commences et tu finis. Et bon, j'avais pas ce recul à l'époque, mais la persévérance, en fait, je persévérais sans m'en rendre compte, mais vraiment, voilà, grinder les jeux. Et c'était des grosses plages horaires. Hein. Donc, et voilà, c'était un commitment. Je me suis dévoué à un écosystème pendant longtemps. Et aujourd'hui, j'ai le même commitment sur Xbox que j'avais sur un jeu vidéo. Quand j'étais à Black Ops 2, j'étais seulement là-dessus. Et voilà, cette persévérance, se dire que tu vas rien lâcher, que voilà, après il y avait le système compétitif, et se dire ok, si ça marche pas, c'est pas grave, tu vas apprendre de tes erreurs et tu vas progresser, et au final tu vois que la progression se fait. C'est comme à la salle de sport. À un moment, j'étais vraiment beaucoup à la salle de sport. Et pareil, même mindset, c'est persévérance. C'est pas grave si aujourd'hui t'es nul. Et pareil, en fait, dans le milieu informatique. C'est pas grave si t'es nul. Il faut juste comprendre que ça va prendre du temps. Et à l'intérieur de toi, c'est vraiment comprendre est-ce que t'es prêt à avoir ce commitment-là. Après, il y a le travail d'équipe également. Ça, c'est ce que je disais en interview d'école de commerce. Mais ce travail d'équipe où le système, il fallait coordonner. Tu te rends compte également, en tant que personne, est-ce que toi, tu te vois plus en tant que leader ou personne qui a besoin de direction? Et là, j'ai aussi compris que j'étais plus dans la catégorie leader, mais qu'il fallait... Je me sens pas légitime en tant que leader si mes compétences ou mes connaissances sont plus basses que en fait les autres personnes, parce que je me sens pas légitime. Donc j'ai compris que j'étais bon pour être capitaine, mais il fallait que je sache qu'est-ce que je fais. Pareil là, pour diriger Xborg, un gros point, ce qui me donne beaucoup de confiance, c'est que techniquement je suis compétent. Et donc je me dis, ok, je peux contrôler par exemple une équipe technique, parce que je sais de quoi ça parle. Sans avoir cette couche de compétences, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi, parce que je me sentirais un peu moins légitime. Ouais, complètement. Ça me permet de rebondir sur un sujet, et merci pour ce partage. Tu disais tout à l'heure qu'à la base, tu es quelqu'un d'introverti, qui est donc l'inverse d'extraverti. Et souvent, un leader, c'est bien qu'il soit extraverti, qu'il puisse communiquer clairement, qu'il puisse insuffler de l'énergie, etc. Et pour beaucoup de personnes introverties que j'ai pu voir au travers de mon réseau, de mon quotidien, d'accompagnement que j'ai fait, de formation que j'ai donné, etc., ils ont cette crainte et ce truc, voire limite ce blocage, de dire non mais moi je suis un introverti, j'arrive pas à communiquer ma vision, j'arrive pas à transmettre mon énergie, c'est difficile, c'est un challenge pour moi que d'oser, comment dirais-je, m'imposer
et transmettre mon message, communiquer et me faire respecter par des tiers qui sont peut-être parfois plus âgés, peut-être parfois plus compétents sur certains aspects. Moi, je vois, une des meilleures choses que j'ai fait et qui m'a mené là où j'en suis en toute humilité, c'est le fait de déléguer, de structurer, d'avoir des équipes. Parce que, ils démultiplient ton temps. 2, ils te permettent d'avancer beaucoup plus vite. Et 3, j'ai dans mes équipes des gens qui sont dans certains critères, dans certains domaines, bien plus compétents que moi. Et ça me permet d'avancer de manière efficace. Toi, quels ont été les challenges ou quels seraient les conseils a posteriori que tu donnerais à quelqu'un qui a plus ou moins le même tempérament que toi et qui se crée ses barrières? Ouais, premièrement, c'est comprendre que les barrières en fait n'ont pas lieu d'être, que encore une fois c'est toujours relativisé, que par exemple moi je suis pas une personne, tu vois, est-ce que tu vas me voir sur YouTube faire avant je me disais est-ce que je vais faire des vidéos, je me suis dit est-ce que les gens ont vraiment s'intéressent vraiment à ce qu'on fait, et en fait tu te rends compte que oui, et je pense faut être vrai, c'est-à-dire que moi je suis une personne je cache pas mal d'émotions, d'ailleurs je pense que ça peut se voir peut-être sur le podcast, mais je suis pas la personne qui va être le plus expressif, absolument. Mais en fait je suis moi-même, et je pense dans les vidéos qu'on fait, que vous pouvez voir sur YouTube, sur la chaîne YouTube d'Xborg, mais on voit qu'il y a une passion, qu'il y a un intérêt, et que juste le personnage est vrai. Moi je peux pas être, tu vois, super expressif parce que c'est pas moi. Je suis très focalisé sur l'objectif et j'arrive pas à vendre, tu vois, ça va être compliqué pour moi de vendre des choses si je suis pas à 100% dedans. Ouais. Donc là, tu te rends compte que tu es vrai. Et je pense après, l'audience perçoit ça et après, l'audience te soutient. Et effectivement, tu vois, côté marketing, c'est mieux d'avoir même une tonalité qui est plus intéressante pour un podcast ou pour une vidéo, mais c'est juste pas moi. Et je tiens, au long de mon aventure, à être au moins super transparent. Et quand je regarde, je me dis, ok, c'était vraiment Louis à l'époque. Maintenant, peut-être qu'il a évolué, peut-être que mon discours aujourd'hui est plus cohérent, mais au moins, c'est moi-même. Et donc, après, il y a forcément des... Par exemple, au début, pour pitcher, c'était compliqué. Comment tu pitches à des investisseurs? Forcément, quand tu pitches à des investisseurs, il faut parfois sortir de sa zone de confort. Et tu dois communiquer une certaine conviction, un enthousiasme, justement. Ouais, effectivement. Et donc, là, tu te dis, ok, il faut comprendre aussi pourquoi tu le fais. Ouais. Et se dire, ok, là, je vais faire énormément d'efforts. Par exemple, là, j'ai fait une vidéo du pitch d'Xborg et je pouvais pas avoir l'intonation que j'ai quand je parle normalement. Quand on fait une discussion traditionnelle, ouais. Parce que voilà, il faut mettre de l'enthousiasme, parce qu'il y a un grand public qui va regarder. Et je pense que c'est essayer. Et apprendre pas mal. Par exemple, quand tu regardes des discours qui m'ont marqué, c'est les discours de Steve Jobs, par exemple. On parlait d'Oussama Hamar, mais je pense qu'il est assez éloquent pour une personne. Et les podcasts qu'il faisait, les vidéos à The Family qui m'ont montré un peu le chemin. Et après, s'essayer. Le track que j'avais avant les pitchs à Startup Weekends, où j'avais fait une présentation au Start Summit, où il y avait à peu près 2000 personnes, c'était palpable. T'es sur scène devant 2000 personnes, là. C'était impressionnant. Ouais. Pour moi, j'avais le track, tu sais, j'avais la montre qui te donne les palpitations. Les battements, c'était 130, 140 BPM. En fait, donc j'étais vraiment en rythme de course. Tu trottines, mais normalement, tu vois, là, je dois être à 50, 60, c'est tout. Et il y avait un énorme track, mais en fait, c'est la pratique. Ouais. La pratique, il y avait énormément de moments où tu te regardes dans une glace, tu fais ton pitch, et après tu y vas, et après c'est beaucoup plus naturel. Même si parfois, quand tu fais des présentations où il y a des personnes, tu vois, toujours à 500, 1000 personnes, ça reste quand même un challenge, parce que tu peux pas te planter. Mais c'est essayer, s'instruire et pas hésiter à aller de l'avant. Très intéressant, merci pour tous ces éléments que tu as partagés dans cet épisode.
J'ai vraiment apprécié cet épisode. Tu parlais de revoir plus tard cet épisode. Moi, je pense que tu vas le revoir et le re-regarder par la suite parce que de par justement ton énergie, ton tempérament, ta vision, tu as une vision long terme, ça se voit et ça se ressent. Et je voulais rebondir là-dessus, c'est justement, tu es plus calme, tu es plus posé, etc., mais tu es plus réfléchi. Et souvent, les gens qui sont trop expressifs et autres, j'en fais partie. Souvent, tu réfléchis moins, tu parles trop, tu parles beaucoup même. Et finalement, tu parles pour rien dire. Et du coup, tu mets en place des choses qui ne vont pas durer ou qui vont être sujettes à pivoter. Et donc, c'est là que tu te rends compte que la vision n'était pas forcément claire et qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires. Et j'ai dû faire cette auto-analyse sur moi-même pour justement équilibrer. Et je pense que c'est une question d'équilibre, tu l'as évoqué tout à l'heure. On peut être profondément introverti et savoir quand il est nécessaire d'être extraverti dans un but précis, au même titre qu'on peut être profondément extraverti et savoir quand il est nécessaire d'être introverti dans un but précis, et pareil pour d'autres éléments d'un tempérament. Donc très intéressant. Merci pour cet échange. Vraiment, si les gens qui nous écoutent ont eu autant de plaisir à nous écouter que je n'en ai eu à animer cet épisode, qu'ils nous le fassent savoir en partageant l'épisode, en mettant un like, le pouce en l'air, en commentant, en mettant les 5 étoiles sur Apple Podcast. Mais avant qu'on se quitte, j'ai une dernière question que je pose à chaque personne qui est sur le plateau du Déclic. C'est, même si tu nous as partagé énormément d'éléments sur ton parcours, etc., c'est très inspirant, quel a été le moment dans ton existence qui a limite créé peut-être une transformation identitaire chez toi, que tu n'as pas encore cité dans cet épisode, mais on identifie les moments forts, que ce soit cet email, que ce soit ce stage à Abu Dhabi, etc. Donc peut-être un autre élément, ça peut avoir eu un impact sur toi d'un point de vue personnel comme professionnel, ça peut être une citation, ça peut être une situation, quelque chose de positif, quelque chose de négatif. Bref, ça crée un déclic et ça t'a transformé. Tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin. Il faudrait un peu de réflexion. Malheureusement, je n'ai pas regardé les autres podcasts, donc je ne suis pas préparé. Mais Steve Jobs m'a beaucoup marqué. Alors, j'ai pas la citation en tête, mais c'est vraiment... J'ai compris... Parce que, tu vois, Steve Jobs, par exemple, a beaucoup travaillé. Et sur son lit de mort, il regrettait le fait d'avoir beaucoup travaillé. Et regrettait le fait... Et en fait, c'est cette personne-là que je respecte énormément. Bien sûr, voilà, ce qu'il a fait, c'est énorme. Et ça, je respecte beaucoup, mais c'est également le fait de se dire que il ne faut pas non plus prendre tout au sérieux. Moi, j'ai tendance à prendre les choses beaucoup au sérieux. Mais qu'il y a le travail, il y a la vie sociale, mais à un moment, il faut relativiser. C'est un peu... je parle beaucoup de relativiser, mais c'est vraiment Steve Jobs. J'ai écouté énormément de discours, et sur son lit de mort, quand il a dit ce qu'il a dit sur le fait le travail, sur le fait que ta vie a une durée précise, ça m'a vraiment touché. Et là, je me suis vraiment dit, ok, j'ai pris mesure de l'impact, et c'est vraiment une personne... Enfin, j'ai dû écouter ses discours, je pense, sur 500 heures à peu près. Donc ça m'a vraiment marqué, ouais. Alors, c'est pas... J'aurais peut-être pu construire un peu mieux cette fin. Mais c'est vraiment... Et ça m'a tout débloqué chez moi, parce que le fait d'être timide, tu te rends compte que tout est relatif. Tout est petit. Et que, du coup, tu n'as aucune raison d'être timide. Juste vas-y, fais ce que tu veux faire. Tu vas te planter, tu vas réussir. Tu vas te planter, tu vas réussir. Xbox, on va peut-être planter, peut-être réussir, mais au final, qu'est-ce que tu gardes de ça ? C'est quoi ton expérience ? Qu'est-ce que tu as appris ? Les rencontres également que tu as fait. Moi, je suis conscient aujourd'hui que là où j'en suis, j'ai fait énormément de sacrifices. L'année dernière, j'ai rencontré un seul ami. Donc, ouais, ça te donne un peu l'ampleur de mon équilibre, qui est aujourd'hui pas... Tu vois, c'est pas du tout équilibré. C'est aussi prendre conscience de ça, que se dire que
même si c'est quelque chose que j'ai entendu par Steve Jobs, aujourd'hui, moi, je suis toujours dans cette phase-là où il y a trop de travail. Je ne suis pas du tout dans mon équilibre et c'est des choses en tant qu'entrepreneur que je dois améliorer. Et il y a beaucoup de personnes qui vont te montrer que le positif, même en tout cas le positif sur là où ils sont aujourd'hui, et comprendre qu'il y a toujours manière à s'améliorer. Par exemple, moi, ce que je dois améliorer aujourd'hui, c'est parfois je ne montre pas mes émotions, ce qui impacte des relations avec des amis, ou je suis trop focalisé sur le travail. Et je sais qu'aujourd'hui, l'état où je suis actuellement, on parle de réussite sur les levées de fonds, etc. Mais il faut comprendre qu'en tant qu'individu, il y a encore énormément de travail sur les relations sociales. Alors le réseau, ça rentre en compte, pour moi, plus le business. Mais juste les amis, l'impact que tu as auprès des gens que tu côtoies, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui me drive. Je sais que j'ai énormément de travail là-dessus. Merci Louis. Merci Alec.